à tous pour ce nouvel épisode de La Horde Sauvage. On se retrouve avec l'équipe habituelle, donc comme les précédents épisodes que vous avez pu écouter. Bon, on s'excuse tout de suite. On a eu quelques petites galères en termes d'organisation et d'enregistrement sonore surtout. Ce qui fait qu'on a dû finir en se retrouvant avec un seul de nos micros. On est tous en face, donc on espère que le son va être correct. Là, ça a été assez long pour nous organiser, donc faut qu'on se remette dedans, mais ça va le faire. Et il fait chaud. Donc c'est pas les conditions idéales, mais au final on a réussi à trouver quelque chose qui semble correct, donc on espère que ça va bien se passer. Donc déjà bonjour à tous les copains. Bonjour à tous. Salut. Donc Voilà. Bertrand, Michael, donc Quentin qu'on vient d'entendre, et puis David, ma pomme. Voilà. On est tous là. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial film d'animation que j'ai choisi puisque ça a été à mon tour de choisir le thème du jour. Donc ça a été une évidence assez rapide pour moi parce que c'est pas vraiment un genre, c'est un thème, je dirais, un style visuel, je dirais, de parce que j'aime pas parler de genre d'animation personnellement. Donc pour moi voilà, mais ça a été quelque chose qui a été assez évident rapidement pour eux parce que ça me parle beaucoup l'animation. Je pense ici je dois être celui qui en consomme le plus, en tout cas de films d'animation surtout. Donc du coup les 4 films qui vont être présentés comme d'habitude en 2 parties, enfin en 2 émissions de 2 films à chaque fois. Donc ça va commencer par Mickaël qui va nous présenter Le Peuple Loup. Ok. Ensuite, ça va être moi qui vais vous parler du Vent se lève de Miyazaki. Et donc, ce sera pour aujourd'hui. Et ensuite, pour le prochain épisode que vous écouterez la deuxième partie, on aura du coup David et Bertrand. Donc, c'est qui? On a qui? Bon, je commencerai, je pense. Oui, c'est ça, on a ce qu'on avait dit. Donc avec Zootopie, bien connu, film de 2016. Et puis Bertrand, tu clôtureras tout On ça. clôturera avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Un classique, s'il en est. Si on peut parler comme ça. Oui. Voilà. Voilà. C'est donc parti pour cette première partie. Je vais attaquer. Un petit mot de la part de toute la bande, du coup, de la bande de la Horde Sauvage, pour remercier notre partenaire, les CGR de Châteauroux. Et puis avec qui je présente régulièrement des films dans le cadre des plans cultes, séries de films autour d'un même thème, tous les 2 mois grosso modo il y a un cycle au CGR. Je présente donc régulièrement un film, et puis également j'interviens sur Radio Balistique, format respecté, l'émission consacrée au cinéma avec Antoine Royer. Voilà, c'est entre guillemets les partenaires de la Horde Sauvage. N'hésitez pas à aller jeter une oreille ou à venir nous voir. Je suis parfois accompagné de certains membres de l'équipe d'ailleurs au CGR qui sont présents dans la salle. Ça peut être l'occasion d'échanger. Donc voilà, on n'oublie pas tous ces supports-là en parallèle de la Horde Sauvage. On commence cette spéciale film d'animation avec le film que j'ai choisi qui s'intitule Le Peuple Loup, donc réalisé par Tom Moore et Ross Stewart en 2020, enfin en 2009 du coup, parce qu'il faut un petit temps. Ces films d'animation, ça met un peu plus de temps en général que les films normaux. L'idée elle germe dans la tête de Tom Moore à peu près en 2009 quand il est en train de réaliser Brendan et le secret de Kell. Et ensuite il va mettre le projet en marche pendant le tournage du film qui s'intitule Le Chant de la Mer, qui vont former en tout sa petite trilogie sur le folklore irlandais, qui lui tient fortement à cœur. Oui, c'était juste pour petite question ici. Alors moi j'ai d'abord connu Le Chant de la Mer que j'ai vu, que je t'ai montré d'ailleurs il me semble, et Michael. que tu m'as montré. Ça fait un petit bout de temps maintenant. Ici vous deux, en dehors du coup du Peuple Loup qu'on a vu tous les 4 pour l'occasion, vous avez vu les autres films ou pas du tout? Non, moi j'ai vu que Le Peuple Loup. Que le Ok. Peuple. Que vous découvriez pour cette fois-ci quoi. Oui. Voilà. C'est ça. Et du coup toi Michael comme moi t'as pas vu Brendan et le secret de Kell. Okay. Non, je l'ai pas vu. Alors paraît-il qu'il est un peu en dessous de ces 2 derniers, c'est mais le premier. oui, des fois il y a des très bons premiers films, mais là en C'est l'occurrence
En l'occurrence, de ce que alors bien sûr toujours se faire son avis soi-même, hein, mais de ce que j'ai vu globalement des retours, le Brendan a l'air un peu en dessous, mais en tout cas ça a l'air quand même très sympa, et surtout le chant de la mer, c'est vraiment super chouette. Moi j'aime autant le Peuple Loup que le chant de la mer, mais les deux sont très différents et vraiment très très bien, donc je vous les conseille évidemment aux copains qui sont là, carrément le chant de la mer à l'occasion. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Je donc, on va revenir au Peuple Loup. Du coup, de quoi ça cause le Peuple Loup ? On se retrouve en Irlande au XVIIe siècle, et on va suivre une petite gamine du nom de Robin qui est tout juste, qui est une nouvelle arrivée dans la ville en Irlande de Kilkenny. Voilà. Elle arrive de l'Angleterre avec son père parce que son père a été missionné par Messire Protecteur, donc le despote du coin, pour tuer tous les loups de la forêt juste à côté pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Couper la forêt et puis pratiquer l'agriculture. Donc un jour elle va vouloir le suivre et elle va se perdre. Pour ensuite se faire retrouver, pour ensuite repartir dans la forêt et se perdre à nouveau, et elle va finir par se faire mordre par une Wolfwalker, qui est d'ailleurs le titre anglais du film. Ouais, par contre c'est toujours un enfer les accents pour moi. Donc c'est voilà. Donc il y a beaucoup de W là en fait. Ouais, ça fait beaucoup de... Oui, puis de toute façon c'est pas simple. Wolfwalker, déjà à la base c'est pas super simple à dire. Voilà, donc elle va se faire mordre et va devenir une Wolfwalker. Et alors, c'est vrai que j'ai complètement oublié, excuse-moi, pendant la présentation du début d'émission, comme d'habitude, on spoil comme des chacals les films du début à la fin. Bon, après ça c'est juste le début. Les chacals. Non, mais autant le dire avant qu'on le fasse. C'est vrai. Le dire, oui. On va spoiler probablement les films qui seront traités, donc voilà, faut quand même le savoir. C'est ça, donc voilà pour ce qui est de ce que ça raconte à peu près. Voilà, en tout cas du début. Oui. Du début. Alors je vois que tu as insisté sur le mot Wolfwalker, hein, avec l'accent qui va bien évidemment. Oui, toujours. Est-ce que tu pourrais juste vite fait décrire un petit peu quel le type d'interaction que ça a entre le monde des humains et puis ce monde-là justement des loups, parce que c'est un peu la thématique principale du film. En fait le Wolfwalker il est un petit peu en tant que gardien de la forêt et meneur de meute de la meute de loups de la forêt. Donc on est sur un être humain qui, quand il dort, devient un loup et voilà, peut soigner c'est un si peu blessure. Complètement l'opposé du loup-garou en fait quoi. Oui, il est plutôt bienveillant sur sa nature qui l'environne. Je sais pas si ça se dit environne. Ouais. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé au parallèle avec le loup-garou en regardant le film. Le loup-garou qui est là plutôt vénère. Oui, qui est plutôt une créature maléfique. Là on est plus sur le côté bienveillant. Très différent. Ouais, c'est rendu très On différent. est plus sur le côté bienveillant de la chose. Enfin, même si les humains font chier, on les bute. Hein. Enfin, on les bute pas, on les violente un peu. Mais on est quand même sur la guérison. Voilà. Oui, c'est sûr qu'ils peuvent se soigner, donc ça c'est sûr que quelque chose enfin ils peuvent soigner eux et ils peuvent soigner aussi les autres êtres vivants, donc ils ont des pouvoirs que n'ont pas du tout les loups-garous. On est sur une créature beaucoup plus positive, mais du coup c'est une vraie créature du folklore irlandais. Ouais, c'est là on est vraiment sur en plein dans le folklore irlandais. Okay. Décidément. Donc voilà. Ensuite, d'un point de vue animation, parce qu'il faut quand même en parler, il est un petit peu singulier comme film d'animation, parce que au niveau ça fait beaucoup d'animation là. Oui. Parce qu'au niveau de l'animation, aujourd'hui il va y avoir beaucoup d'animation. Ça va être très très animé. Oui, effectivement. Parce que du coup, il a un petit peu sa patte à lui. On est vraiment sur des décors très bien léchés. Pour des loups, c'est très très cool. Oui. Bien léchés. On est sur des perspectives qui sont plutôt écrasées au niveau des décors. Donc ça a été recherché par justement le réalisateur qui a cherché son inspiration justement sur toutes les tentures et les gravures de l'époque. D'accord. Où toute cette perspective était vraiment écrasée. Ouais, ça donne un rendu qui est vraiment très très spécial, mais où on comprend
C'est-à-dire que c'est jamais perturbant, c'est Ouais. toujours curieux. T'as souvent des espèces de plans, ou souvent quand t'as des plans de plans paysages où on voit plein de choses en fond, dire de plans larges là où par exemple on va voir la tête d'un personnage et au fond derrière il va y avoir la ville quand il est sur la colline Oui, par exemple, c'est ça. Oui. et que derrière t'as la ville et on dirait vraiment juste une espèce de comme si si on était un peu dans notre monde aujourd'hui, comme si quelqu'un avait pris une photo depuis un drone du dessus de la ville, mais sauf que c'est derrière et c'est des perspectives. Enfin, c'est très étrange, mais en même temps, on n'est jamais perturbé. On se dit jamais je comprends pas où est-ce que je suis ou je comprends pas. Non, c'est juste esthétiquement très audacieux, très Singulier. très singulier effectivement, et c'est vraiment très joli. Voilà. Ouais, Oui. ouais. C'est sûr, oui, et puis tout est joli, que ce soit les arrière-plans, même les personnages, le car design est super chouette. Même s'il paraît un peu simpliste comme ça, avec tout ce qui est forme géométrique, Oui. Carré, rond, voilà. Oui, ça il aime bien personnages ça parce que son précédent film était déjà magnifique de ce côté-là. Oui. Une esthétique différente, mais qui était aussi très singulière, assez primaire presque, quelque chose d'assez simple, qui joue beaucoup sur les formes géométriques. Mais sur son film précédent, on était plus sur un effet de 2D presque. Alors que là c'est une 3D mélangée à de la 2D. Enfin c'est très curieux. Il y a plus de formes, il y a plus de 3D dans ce film-là, mais c'est toujours un gars qui va chercher très loin dans l'animation. C'est pour ça que c'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup, personnellement. Parce que au-delà du côté dessin animé, on a tout ce côté où elle perçoit, quand elle est en Wolfwalker, quand elle perçoit vraiment tout son environnement, il y a tout ce côté où en fait tout a été fait par 3D et justement alors j'ai perdu le mot, mais les animateurs justement sont repassés au crayon, sont repassés au vrai dessin par-dessus. Donc D'accord. il y a eu utilisation 3D, mais elle ne se voit pas. Donc ce qui rend le truc beaucoup plus fluide. Je dirais pas que ça se voit pas, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent, que c'est-à-dire que c'est difficile je savais que c'était pas du pur dessin crayon à l'ancienne, ça se sent qu'il y a un effet de 3D, surtout les passages où vraiment en 3D comme tu dis là, les passages où on est dans elle ressent son environnement, pour parler en mode jeu vidéo, en FPS quoi, en vue première personne quoi, où là on voit vraiment elle est à la place des yeux on voit la caméra est à la place des yeux de la louve, en première personne. Voilà, en première personne. Et là je trouve que ça se ressent que c'est de la 3D d'animation comme on peut voir aujourd'hui un peu partout dans l'animation, mais elle est effectivement retravaillée, du coup ça donne une patte particulière, voilà. Non, je confirme juste ce que tu disais quoi. Merci. Ouais, mais d'un point de vue animation, donc voilà. Ensuite, on a quand même une certaine fluidité de l'animation. C'est encore animation, putain. Oui, c'est et d'un point de vue aussi de la réalisation, c'est ultra fluide. On comprend tout ce qui se passe à l'écran. Des fois, ça va très vite, mais on suit vachement. Moi, au niveau tout ce qui est transition, les split screen, c'est vraiment très très cool. Moi, je trouve ça vraiment audacieux d'un point de vue réalisation, en tout cas. Et donc après, il y a le point qui pêche un petit peu. Là, je regarde très fortement David, qui certainement voudra parler du scénario, qui est un petit peu bateau, un petit peu moins original que l'animation en elle-même. Mais je trouve que c'est très bien servi par ces personnages qui sont très bien écrits. Donc, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, donner un petit peu ton avis. Puisque tu t'as introduit ma possible intervention, oui, moi j'ai pas forcément énormément de choses à dire sur le film, rien de foncièrement mauvais. Confirmer que d'un point de vue graphique, visuel, la palette de couleurs, c'est assez impressionnant. On s'en prend quand même plein les mirettes. Moi, je sais que dès les premiers plans dans la forêt, etc., ces tons un peu pastel, ça tire entre pastel, aquarelle. Enfin, on a un peu l'impression de voir des tableaux, un festival de couleurs, des ocres, des jaunes, des choses assez jolies. C'est assez nuancé. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Oui, l'œil est constamment surpris. Ouais. Ça, c'est un truc qui est ça vraiment prégnant dans tout le truc. Je vais pas répéter parce que vous l'avez vraiment bien abordé tous les deux, Quentin et Mika, mais
ces perspectives un petit peu étranges, voilà, de décors vus du dessus, qui évoquent effectivement ces représentations qui datent du Moyen Âge, ces grandes fresques, etc. Effectivement, du coup, la source, elle est évidente, hein, quand tu la cites, Mika, tu l'as très bien fait. Donc oui, quand on comprend d'où ils ont tiré ça, on comprend ces partis pris. Ils ont un sens. Moi, effectivement, ma grosse réserve, elle est pas esthétique, elle est vraiment sur le scénario où j'ai trouvé qu'il y avait tous les poncifs, tous les grands, alors clichés ou pas clichés d'ailleurs, mais en tout cas des choses qu'on a vues et revues, que ce soit dans de l'animation ou autre part d'ailleurs. Mais alors l'antagonisme, qui oppose père et fille, puisque là on c'est ça. Okay, ça déjà, tu vois. Il y a ça, le méchant qui est quand même super méchant, qui bronche pas du film, il a toujours la même gueule, il se départit pas de son comportement de super vilain. Le syndrome Bambi avec la mère qui est menacée, elle est morte, elle est pas morte, on sait pas bien. Communion de l'homme avec la nature, ça c'est toujours bien vu. Inspiration Miyazaki. Alors, oui, non mais totalement. Ça, alors, pour revenir sur l'inspiration Miyazaki très vite fait, je trouve que ça se voit plus encore dans son film précédent. Oui. Si on veut faire très simple, dans mon esprit, son film précédent, Le Chant de la Mer, a vraiment une inspiration Miyazaki très présente. Alors que ici, je trouve qu'on est plus du côté de Disney. On pourrait un peu penser au Bossu Notre-Dame ou des choses comme ça où il y a vraiment un antagonisme. En plus, il y a tout un rapport avec le christianisme, enfin le catholique, avec l'Église qui est très important dans le film, avec le méchant qui est une espèce d'apôtre de Dieu qui veut libérer le monde et grâce à la parole de Dieu et à son courroux. Enfin, bref, ça a fait penser du coup. En tout cas, ça m'a fait penser au Bossu de Notre-Dame où voilà, on a là dans ce film-là, voilà, on sait tout de suite qui est gentil, méchant, tout est très clair. Ce qui est beaucoup plus nuancé dans son film précédent, c'est des inspirations différentes, mais je comprends tes réserves. Voilà, alors. Ça ne me fait pas dire que c'est un mauvais film, bien sûr. Il y a plein de films qui sont extrêmement bateaux dans leur écriture, dans leur déroulé scénaristique, que je trouve très bien. Là, simplement, c'est le petit truc qui a fait que ça m'a pas totalement embarqué. Je me suis pas ennuyé, le film fait quoi, 1h40, je crois. Ouais, y a rien de déplaisant, mais c'est que on voit tout venir assez vite, on comprend tout assez vite. Bon, ça manque un petit peu de surprise, ça manque un petit peu de pêche, à ce niveau-là. Après, rien qui fasse passer le film pour un mauvais long métrage. Bien au contraire. Surtout que au niveau de l'animation, même sans avoir vraiment tous les codes, moi je l'ai jugé comme quelque chose de très très européen dans sa manière d'être complètement. Oui. mis en forme, et notamment dans le dynamisme des personnages en fonction du rôle qu'ils occupent dans l'histoire. On a les héroïnes qui sont très très mobiles, qui sont très très vives, qui volent partout. Et c'est sur elle que s'est fait le focus de tous les effets les plus nobles, on va dire, ne serait-ce que la visualisation des odeurs, ce genre de trucs-là. Alors que les antagonistes, non, le père, pas forcément par méchanceté, plus par devoir, et surtout messire protecteur, lui est totalement figé. Il a pas d'expression, il a pas de trou. C'est vrai, c'est très très monobloc. Et c'est un truc que j'ai beaucoup constaté dans l'animation européenne. C'est de différencier les caractères de cette façon-là. Oui, dans la façon de les représenter, oui, c'est vrai. Et en ça, voilà, ça ajoute une facilité de lecture à un scénar qui est finalement, oui, très très bateau par la force des choses, voilà. Bon, puis il y a beaucoup de bons sentiments, ça va avec les thèmes qu'on a dit, tout ce qui est abordé dans le film. Beaucoup de bons sentiments, etc. Oui, ça soulève des problématiques qui sont assez récurrentes. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est l'acceptation de l'autre, même un point de vue féministe. Là, je mets des grosses guillemets d'un point de vue l'adolescente. Le fait du changement chez la jeune fille, machin, avec le truc de... Oui, ça m'a pas dérangé. Voilà, après, cette lecture-là m'a pas... Plutôt en souplesse, oui. Oui, mais c'est des thématiques qui sont assez souvent abordées dans les dessins animés actuels, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, alors après, vous l'avez dit, il s'inscrit un petit peu dans un cycle, sans parler forcément de trilogie, mais dans un cycle qui comprend 2 autres films. Oui. Alors, j'imagine, n'ayant pas vu les 2 autres, j'imagine aussi qu'il y a probablement des niveaux de lecture et une façon d'appréhender ce film-là, Le Peuple Loup,
au regard des deux autres. C'est certainement, hein, il y a certainement peut-être des petites subtilités en termes de construction et de thématiques abordées qui prennent plus de sens encore. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Mais enfin, c'est un beau choix en tout cas, hein, Mika. Moi, je pense que t'as encore des petites choses à nous dire. Ouais, non, oui, pardon, Quentin. Oui, non, c'est juste qu'on parlait du scénario. Et effectivement, construction relativement classique et plein de poncifs que t'as déjà énuméré, voilà, beaucoup. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'avais vu au cinéma, donc il y a 3 ou 4 ans à sa sortie. 2024. Ouais, voilà, mais il était sorti en toute fin d'année, je crois que c'était vers Noël que je l'ai vu, ou peut-être en début d'année, parce que c'était, bref. Mais en le revoyant, j'avais plus tout le scénario en tête, et je trouve quand même qu'il y a 2-3 petits éléments, et surtout à partir du moment où elle, enfin, peut-être moi qui suis bête, mais à partir du moment où elle se fait mordre, et que elle devient une ouf au cœur, en fait, j'avais oublié ce segment, cette partie-là du scénario, et ça, j'avais trouvé ça intéressant, parce qu'au début, quand tu vois le film commencer, je trouve que tu te dis ça va être un peu c'est joli, mais mon Dieu, c'est si classique quoi, le truc de la fille qui veut se battre avec son père et qui veut se défendre, qui veut faire la rebelle quoi, et qui trouve en fait une amie et lui il veut pas la croire, en fait elle trouve une solution et elle dit qu'elle pourrait les aider en demandant à la fille de partir de la forêt, etc. Enfin, je trouve que dans les 20 premières minutes, il y a tout un segment où toutes ces 20 premières minutes sont presque un peu lourde, vraiment je mets des guillemets parce que le film est magnifique et tout, mais on se dit on va encore dans un récit comme ça, et à partir du moment où elle se transforme, là le film prend quand même une tournure que je trouve beaucoup plus intéressante, et c'est là où le film prend son envol, et là tous les côtés poncifs je les ai acceptés beaucoup plus facilement parce que l'originalité du reste m'a emporté, et puis cette relation d'amour qu'il y a, d'amour amitié entre les deux jeunes filles, Robin et Maeve. Ouais, c'est ça, Maeve et Robin. Je la trouve bien traitée, avec justesse. On sait pas trop s'il y a des vrais sentiments plus loin. On se pose pas la question parce que c'est des enfants, du coup c'est pas trop la question. Mais et puis elle se pose pas la question. Oui, voilà, elle non plus. Mais je trouve que c'est traité avec beaucoup de tendresse, et du coup leur relation est absolument. Enfin, à partir du moment où je trouve que le film m'emporte, je trouve le début un peu plus laborieux, et à partir du moment où t'acceptes et que tu vois où le film veut aller, là je trouve ça beaucoup plus agréable, en tout cas pour moi. C'est à partir de là que le film m'a emporté. Je suis d'accord, peut-être en termes de rythme. Effectivement, il y a peut-être une accélération dans le récit. On va dire peut-être dans la deuxième moitié ou le dernier tiers, je ne sais pas, hein, mais oui, peut-être, effectivement, je te rejoindrai sur ce truc-là. Bon, enfin, voilà. Moi, je vous rejoins pas parce que j'ai trouvé ça bien de A à Z. Mais non, mais c'est bien. Non, mais oui, c'est bien. Mes réserves sont assez personnelles, hein. Moi, je pense que ça dure 1h30, 1h40. On s'ennuie pas. Non, franchement, non. J'ai fait, c'est déjà fini? Oh, merde. Ça, je suis d'accord. Voilà. Oui, c'est des toutes petites réserves, des petits détails, c'est pas méchant. des petits endroits. Je me souviens vers la fin du film, je trouve que le père retourne un peu sa veste très vite. Oui. Et à la fin, ils sont, elle a vraiment le tout dernier plan à la toute fin, ils ont formé une nouvelle famille, c'est très joli, c'est très mignon. Ouais, c'est un peu. Je croyais qu'en plus il était en train d'accuser le deuil de son ancienne femme parce qu'il parle de sa mère, qui veut prendre soin de la fille pour. Ils en parlent pas tant que ça. Hein. Ils en parlent pas, mais de toute évidence, ça a l'air de quelque chose qui lui pèse beaucoup, parce que s'il veut autant protéger sa fille, c'est parce qu'il l'aime et parce qu'il a dit ça pour sa femme qui de toute évidence est morte, et pourtant à la toute fin. Bro, une petite nouvelle donzelle, pourquoi pas, quoi. Écoute, elle est partie, hein. Oui, non, voilà. Ça, à la limite, c'est presque habituel dans les usages de l'époque. C'est des choses qui sont pas graves, voilà, j'accepte ça sans trop de problème, quoi. Ça fait partie du délire, quoi. Voilà. Oui, voilà. C'est à la fin, tout le monde est heureux, tout le monde est content. C'est un peu ça, voilà. Et moi, j'aime bien quand tout le monde est heureux, tout le monde est content à la fin. On en reparlera tout à l'heure. Le dénouement assez rapide, finalement, c'est à l'image d'une accélération vraiment sur la fin où t'as la disgrâce du père qui est par échelon et vlan. Ça va très très vite aussi, ça. Et le dénouement se dévisse à peu près à partir de ce moment-là, et ça part vraiment en apothéose, ouais, c'est... Après, on trouve ça un peu plan-plan ou pas, bon.
Oui, après, voilà. Donc après, moi j'ai fini sur tout ce qui est un peu critique de tout ce qui est animation et de ce que j'ai pensé du film. J'avais noté quelques petits faits rigolos. Rigolo ou pas d'ailleurs hein. Donc au niveau de l'accueil et des récompenses qu'il a pu avoir. Donc du coup il est sorti en 2020 sur Apple TV et c'était pendant le fameux Covid. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il est sorti en France qu'à la fin de l'année. Ouais. Et malheureusement, en fait, bien heureusement, il a plutôt bien marché sur Apple TV. Nous, on l'a pas eu sur Apple TV parce que chronologie des médias oblige. Mais du coup, on l'a eu un peu plus tard. De toute façon, Apple TV, je crois que ça existe pas en France. Si, ça existe en France. D'accord, ok. Si, ça existe. Mais il me semblait que c'était plutôt une question de toute façon, si ça existe pas, un petit VPN. Oui, non, mais il me semblait que c'était plutôt une question de distributeur et qu'en fonction des films, certains ont réussi. En France, on essaie de prioriser les sorties en salle quand même, à cause de la chronologie des médias entre autres, effectivement. Mais il y a pas mal de films qui sortent aux États-Unis, qui sont tout de suite des films. Par exemple, on a, si je dis pas de bêtises, le dernier Scorsese, qui du coup est sorti en France en salle, mais qui me semble est un film Apple, je crois aussi. Oui, normalement c'est un film d'une plateforme, mais on l'a eu en salle. Et je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais plus si aux États-Unis il est sorti en salle ou pas. Peut-être qu'il est sorti en salle et en même temps. Aux États-Unis, ils ont quand même cette culture de la VOD. Oui, fond, depuis que ça existe, depuis que c'est arrivé quoi. Mais du coup en France, il est sorti en salle et c'était une très bonne chose. C'était une super bien de le découvrir en salle. Oui, j'imagine. Moi, j'ai pas pu le voir parce que je l'ai découvert un peu plus tard, mais je regrette un petit peu de pas l'avoir vu en salle. Un film aussi beau, c'est dommage. Donc il a été nommé aux Oscars et aux Golden Globe pour le meilleur film d'animation. Ça lui est passé sous le nez à cause de Saul, le film qui est discutable mais mérité. Saul est un film exceptionnel. Voilà, et ce qui est encore plus rigolo, on va dire que Saul a été la bête noire du film au niveau récompense. Ouais, en même temps c'est parce que du coup au Annie Award, donc qui est un petit peu qui est des awards juste pour des films d'animation, il a le record ex-aequo avec Saul du nombre de nominations. Ils ont eu 10 nominations et ce qui est rigolo c'est que c'était la même année. Saul a eu le record du plus grand nombre de victoires, 7, et Le Peuple Loup en a remporté que 5. Et sur la plupart des 10, c'est Saul qui a gagné et qui lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Ah oui, c'était pas les 10 mêmes, j'ai bugué dans ma tête, 7 plus 5, ça fait pas Oui, 10, non, c'était pas les mêmes catégories. Par exemple, sur le premier, là, par exemple, il a remporté le meilleur film indépendant. Ouais. Le meilleur film d'animation indépendant. Saul était pas trop dans le... Voilà. Mais il y a 2-3 trucs qui lui ont passé sous le... Je suis sûr d'avoir vu Saul autour de la table? Je l'ai vu, moi. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu, ça m'a pas transcendé comme ça a transcendé beaucoup de personnes et je trouve dommage qu'on mette en avant ce genre de film d'animation plutôt que des films un peu plus indépendants et qui recherchent d'un point de vue on va dire graphique qui ont une vraie recherche. Que Saul, je trouve pas ça très beau. Alors, dire qu'il est pas beau, ça me semble un peu gros. Alors, mais oui, pas je vois ce que tu veux dire. Attention. Il est moins unique et il est moins fou visuellement que le Peuple Loup. Après, comme on disait déjà, en fait, déjà t'as la question scénario. Toi, ça t'a pas touché, mais Saul, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est certainement donc c'est un des derniers Pixar de 2020, du coup, sorti aussi pendant le Covid, qui a souffert du Covid et qui est sorti directement sur les plateformes un peu partout. En France aussi, il est sorti. Je crois qu'il est jamais sorti en salle. Il est jamais sorti en salle. Luca est sorti en salle il y a pas longtemps, avec 3 ans de retard, mais il était déjà sur les plateformes. Mais Saul, est sorti directement plateforme. C'était pareil au moment de Noël, je crois à peu près au même moment. Mais Saul, scénaristiquement, c'est assez fou, quoi. Bon, on fait pas une émission sur Saul là, mais on est sur déjà on a peu de Pixar où on raconte la vie d'un personnage adulte. En plus, c'est un du film, mais au début, il décède. Et le personnage décède et il se retrouve chez les morts et il essaie de... Alors j'ai plus le scénar, j'ai pas vu depuis l'époque, mais il y a tout un délire avec la mort et le fait de retrouver ses rêves et ses passions. Il y a toute une thématique vraiment traitée de manière très adulte par rapport à ce qu'a pu faire Pixar, qui sait très bien faire des films pour tout le monde, mais je trouve que dans tout ce qu'ils ont pu faire, c'est assez largement le film le moins adapté aux enfants et le plus sérieux, malgré les graphismes qui sont toujours aussi
mignon entre guillemets qu'on peut voir. Voilà, on est sur alors de mémoire c'est Pete Docter, je crois. Donc c'est le réalisateur de Lao et vice versa. Je dois dire une bêtise. Alors c'est le même réal que vice versa, c'est sûr. Mais j'ai plus le nom du réal. Bref, mais en tout cas, ça me surprend pas tant que ça qu'il ait été battu par Saul. Puis aussi, il y a. Après, il a eu quand même des récompenses qui. Oui, bien sûr. Il en a eu quand même 5. Oui, on parle du meilleur film indépendant, de la conception de personnages. Ouais. Du meilleur concept pour les personnages, de la meilleure réalisation, du meilleur décor et du meilleur doublage. Donc, il a pas eu le meilleur scénario, ce qui est logique. Voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire que oui, là tu vois là-dessus voilà. Par contre les autres il y a pas photo. largement Moi, pour avoir vu Saul, oui, d'un point de vue scénar, il est quand même large au-dessus. Ouais, voilà. Donc voilà, après au niveau de la musique qui est plutôt cool en plus, on a Bruno Coulet. Donc qui est connu pour C'est une blague ça. Quoi? Une musique cool de couler. Ah, j'ai même pas fait. J'ai même pas ça coule tout seul. Voilà, exactement, voilà. Et vu que monsieur parle français, il va pouvoir apprécier les bonnes blagues qu'on lui a fait depuis qu'il est né, certainement. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, si ça vous dit rien, Bruno Coulet, c'est celui qui a fait la musique de Coraline, les choristes, Brise de Nice, et aussi L'étrange de Noël de Monsieur Jack. Non. Quoi? Non, pas du tout. Coraline. Non, c'est parce que Coraline, même réalisateur, ouais, donc voilà, ça y est. Voilà. Celui qui écrit sur ta note, c'est ça. Oui, voilà. Non, par contre, il a fait la musique des Rivières pourpres de Kassovitz, aussi, que ouais. moi, Qui est j'ai quand même toujours une trouvé grosse clacasse. Ah, en c'est termes de une musique. BO absolument dingue. Voilà. Couler, c'est pas un rigolo, hein. Ça, voilà. Donc, non. Là, effectivement, ça mérite qu'on mentionne son nom. Hein. Mais mille excuses. Je voulais faire un lien entre nos deux films, Bertrand, et le problème, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux. Et ça ressemble à rien. Mais ça arrive. L'histoire jugera. Il y a une musique qui ressort pas mal, qui est Running with the Wolf. Oui. Que j'avais oublié ce passage incroyable dans le film. Vas-y. Qui est interprété par Aurora, que je ne connais absolument pas. Moi non plus. Je n'ai absolument écouté aucune de ses musiques. J'ai pas fait mes devoirs. D'accord. Voilà, mais apparemment elle est un peu connue. D'accord, ouais, Voilà. c'est possible. Alors, en tout cas, ce C'est un passage dans le fact film. qui sert à rien puisque j'ai rien apporté. Juste le titre, voilà, dans le film, le morceau s'appelle Running with the Wolves et c'est de Aurora. Voilà, c'est très bien. Non, ce passage dans le film, je l'avais un peu zappé. Quand il arrive là, donc c'est le moment où les deux filles se rencontrent en tant que louve, la première fois où Robin retourne dans la forêt en tant que louve, et que du coup elle apprend un peu les codes et tout, et donc il y a cette chanson, et là ça fait partie des moments où visuellement le film devient encore plus fou, ce qui se permet, parce que là on est vraiment avec une musique de fond, donc on se rapproche un peu de ce qu'on peut avoir dans des clips par exemple. Donc là, il y a vraiment des partis pris esthétiques qui sont vraiment fous. Je trouve que c'était une des séquences les plus belles du film. La musique est magnifique. Oui. Et je me suis même refait la séquence un peu après, le lendemain ou le surlendemain après avoir vu le film. Je fais... Parce que c'est un des moments où justement, l'histoire t'en a plus rien à faire. En fait, tu te laisses porter par ce que tu vois. Là, T'es à fond dans l'univers. Voilà, ouais. Je trouve que c'est à partir de ce moment-là que le film prend son envol, vraiment. Déjà, tu ressens en termes de... saute. Oui, voilà, visuellement, tu vois, tu le ressens en termes émotionnels en voyant, du coup, cette amitié en train de naître, et voilà, puis l'évolution. La pureté du moment, Ouais, puis l'évolution du personnage de Robin, qui est très enfermé, qui est très bloqué par son père, qui l'oblige à faire plein de choses et tout. Et là, elle trouve une espèce de liberté, et c'est touchant, et ça fonctionne bien. Et je trouve que le film arrive à garder cet envol après, et c'est pour ça que je trouve qu'à partir de ce moment-là, le film s'envole. Voilà. Ouais. Et c'est beau. Ouais, ça t'émeut? Ça m'émeut. Ouais, moi j'aime beaucoup. Moi, ça ce film. montre. J'ai peut-être dû la faire dans une émission précédente, celle-là. Possible. Ouais, donc... je confirme. J'étais en train de réfléchir à quelle blague il avait pu faire, là, je l'avais pas entendu au fond, je m'émeus et tout, et je confirme, moi qui m'occupe du montage, et tu as fait cette blague. Donc, une note pour plus tard, ne pas la refaire, parce que ça finira par faire running beaucoup. gag de l'émission. La refaire à chaque fois. À chaque émission, bien sûr. Voilà, c'est comme parler de Jurassic Park. Ça vous obligera peut-être à renouveler votre vocabulaire. Ouais. C'est vrai que c'est celui qui nous surpasse tous, mon cher Paul.
Donc voilà, moi j'ai à peu près terminé ma chronique sur Le Peuple Loup. Si vous voulez découvrir ce film, parce qu'au final on l'a pas tant spoilé que ça. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On aura des petites bricoles pour la fin, mais enfin rien de bien méchant. C'est un film qui a un scénario un peu bateau, mais d'un point de vue visuel, c'est magnifique. Il y a des scènes épiques, drôles, sensibles aussi. Donc voilà, si ça vous a plu, bah allez le découvrir. Et puis bah là, on va enchaîner directement avec le film de Quentin. Oui. Alors oui. Qui va être beaucoup moins rigolo que le mien. Ah oui, on est pas là pour se de la gueule. Mais qui est un bon film. Oui. Alors juste pour parce que du coup tu as fait la transition vers moi tout de suite. Exactement. Pour compléter ce que tu disais, pour refaire la transition dans l'autre sens. Wow. Tu disais, tu conseillais le film. Évidemment, ça me semble peut-être assez simple à dire, mais si vous nous écoutez, que vous êtes parents, n'hésitez pas à faire découvrir ça à vos enfants. Ah oui. Oui, voilà. C'est pas un dessin animé qui prend vos enfants pour des cons. Voilà. Oui. Bah non, mais oui. C'est pas comme s'il y en avait beaucoup qui le faisaient, je trouve, mais il y en a effectivement. En tout cas, là, ce n'est pas le cas. Non. Et pareil pour son film précédent, Le Chant de la Mer, hein, pareil, tout à fait. Arrêtez pas de patrouille et regardez ça. Faites-leur regarder ça. Mais ils font ce qu'ils veulent, les gens. Le message est passé, voilà. Et quand t'auras des gosses, et bah tu le montres pas de patrouille. Je juge pas les gens qui montrent pas patrouille. Tout ce qu'ils ont à vendre, c'est un jeu de société. Le Peuple Loup. C'est pas des millions de jeux. Il y a un jeu de société. Oui, il y a un peuple. Il y a un peuple dans le loup. Voilà, il y a un jeu de société tiré du film. D'accord. Qui est venu après. Hein. Ah, c'est une espèce de loup-garou. J'imagine que tu peux mordre les gens pour les transformer. Je ne sais pas. Ne te lance pas là-dessus. J'ai envie d'inventer les règles. J'ai envie d'inventer les règles. Et donc, bah voilà. Du coup, c'est à mon tour. Oui, exactement, c'est à ton tour. Le temps est venu. Bon, écoute, on va dire que c'est parti. Donc c'est donc mon tour de parler du Vent se lève, donc de Hayao Miyazaki. Donc comme je l'ai dit au tout début de l'émission, si j'ai choisi le thème de l'animation, c'est que c'est un des films c'est un univers qui me parle énormément, et entre autres Miyazaki, qui est un réalisateur que j'ai découvert assez tard. Personnellement, mais j'étais déjà majeur quand j'ai découvert ces films, mais ils m'ont vraiment beaucoup marqué, à tel point que je le considère comme un de mes réalisateurs préférés, voire peut-être mon réalisateur préféré, c'est compliqué à dire, mais en tout cas c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu le seul autour de la table à avoir un aussi grand amour pour le réalisateur. Mais c'est pas grave, on va se battre seul, mais on va se battre avec courage. Tu te battras pas seul sur celui-là. Vous ne vous battrez pas seul, monsieur Frodon. Vous ne vous battrez pas fort, surtout, je pense. Pourquoi pas fort? Ah bah parce qu'il n'y a pas besoin. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Pour ce film-là, bon, je vous ai un peu aidé pour celui-là. Puis même pour moi, là, c'est par rapport aux autres films que je vais vous présenter dans l'émission depuis le début, là, pour aujourd'hui. C'est un peu particulier parce que c'est la première fois que je parle d'un film qui me touche à ce point-là, un film qui est aussi important pour moi. Il y a pas longtemps, je me suis amusé à faire un petit top 50 de mes films préférés. Et il s'est avéré que je l'ai foutu 5e, alors que le top que j'avais fait il y a 5 ans, il était un peu plus loin, il devait être 8 ou 9, enfin bref. Comme quoi, même avec les années, il mûrit dans ma tête, et alors qu'avant, Nausicaa était un peu au-dessus, et dans ma tête, c'était mon préféré de Miyazaki. Le temps a passé, j'ai peut-être mûri, et autant j'aime toujours d'un amour immense Nausicaa, autant Le Vent se lève a quelque chose de particulier pour moi. Donc j'espère lui rendre hommage aujourd'hui. De la meilleure des manières, en parlant parce que bah c'est un film qui me bouleverse énormément. À chaque visionnage, je suis en larmes du début à la fin presque. Alors bon, il y a des moments quoi, mais assez rapidement au début, et puis vers la fin, c'est à peu près tout le temps. En gros, ça se passe comme ça quoi, voilà. Quelque chose de pavlovien quand même là à ce niveau-là. C'est-à-dire, je suis pas sûr de les expériences de Pavlov sur les chiens. Oui, alors le nom me parle, mais je l'ai pas. Alors, c'est provoquer une réaction chez un animal. On agite une clochette et on présente une friandise au chien, et le chien se met à saliver. Et au bout d'un moment, le simple fait d'agiter la clochette fait saliver le chien sans la présence de la friandise. Ouais, bah là c'est le banjo. Là, en l'occurrence, c'est le banjo dans le film qui me fait ça. Tu veux les 2-3 petites notes, là, j'entends bien. Voilà. Oui, c'est Quentin au montage, là. C'est pas du tout un banjo, c'est une mandoline, en fait. Voilà, je vais faire l'erreur une seconde fois plus tard dans l'émission, donc je le précise. Voilà. Bonne écoute.
Et du coup, pour l'occasion, pour essayer d'avoir un peu plus de choses à dire, j'en ai profité. J'ai vu le documentaire Neverending Man, sorti en 2016, qui pas vraiment lié à la création du Vent se lève, parce que c'est un documentaire qui suit la production de Boro la petite chenille, pardon, qui est sorti quelques années après, donc qui a été produit entre 2015 et 2016. 2014, 2015, 2016, bref. Donc un peu après Le Vent se lève, mais l'expérience du film était encore là, donc il en parle dedans. Un petit documentaire. Alors c'est pas un documentaire narré, c'est simplement des prises de vue dans les locaux de Ghibli où on suit Miyazaki. Donc Neverending Man, quoi, le gars qui n'en finit jamais, parce que c'est un peu ça. Un documentaire où on peut voir sa magnifique 2 chevaux, parce que Miyazaki a depuis 87 ou 86, j'ai plus la date. Bref, il conduit une 2 chevaux depuis les années 80, c'est sa voiture de cœur, et il l'a toujours, c'est vraiment sa voiture, et je trouvais ça absolument adorable. Et j'ai profité aussi, alors j'ai pas réussi à le trouver, mais il y a un documentaire aussi fait par la même équipe qui s'appelle 1000 jours dans la production du Vent se lève. Donc là on est vraiment ils ont suivi la production. Le problème c'est que c'est pas vraiment un documentaire, c'est une émission de style documentaire mais sortie à la télé au Japon, et j'ai pas réussi à la trouver. Par contre j'ai trouvé un site dont j'ai plus le nom, mais un site qui parle des news de l'univers de Ghibli. Et ils avaient fait un résumé complet du documentaire, donc j'ai lu, et donc j'ai appris plein de choses, donc ça m'a permis un peu j'ai essayé d'aller plus loin, après avoir juste aimé le film pendant des années, cette fois-ci j'ai essayé d'aller un peu plus loin. Donc voilà, maintenant que vous avez ces informations, je vais pouvoir parler du film. Donc c'est le 11e film de Miyazaki, après c'est le 9e pour Ghibli, après Nausicaa et le Château Kageyoshi qui n'étaient pas des films Ghibli, mais sinon donc en 11e en tout, sorti en 2013. Donc son avant-dernier, puisqu'il y a eu Le Garçon et le Héron, le saint film sorti qu'on n'espérait pas voir venir en tant que fan de Miyazaki, et au final on l'a vu, c'était magnifique. Enfin c'était magnifique qu'il soit sorti déjà, c'est pas un de ses meilleurs mais c'était très très bien. Bref, petit point pitch quand même, que je vais spoiler assez grandement. On va faire un pitch global, parce que de toute façon je vais revenir sur plein de points du film. Donc c'est un faux biopic de Jiro Horikoshi, donc un ingénieur en aéronautique très connu dans l'univers de l'aéronautique, puisqu'il a créé le fameux Mitsubishi A6M en 1939, plus connu sous le nom de Zero, un avion le chasseur emblématique de la Seconde Guerre mondiale pour le Japon. Oui, utilisé par les kamikazes. Exactement. Peut-être brûlé pour les plus vieux d'entre nous. Qui était du coup à l'époque de sa sortie une révolution en termes de poids et de vitesse. Il voulait quelque chose de très rapide. Donc il fallait que ce soit extrêmement léger, donc c'était jamais vu à l'époque. Il essayait de faire quelque chose le plus léger, et bon, ça a été utilisé à des fins néfastes, mais en tout cas son rôle dans l'aviation alors il y a le fameux Zéro, mais il y a eu aussi 2-3 autres avions à plus gros gabarit. Alors j'ai plus les noms, je ne les ai pas notés tout, mais il a pas juste créé le Zéro. Horikoshi, c'est un peu un gros nom dans le milieu de l'aviation. Donc c'est un biopic sur sa vie, de son enfance, donc à partir du moment où il va commencer à avoir ses premiers rêves. C'est d'ailleurs une notion qui est importante dans le film, sur l'aéronautique, sur le fait de voler et de créer des avions. Après on va le suivre pendant son entrée à l'école, puis après il va carrément réussir à devenir ingénieur pour Mitsubishi. On va suivre jusqu'à la fin du film, avec en parallèle, à partir des 3 derniers quarts d'heure, on va suivre sa rencontre avec sa future femme Naoko, qu'il avait déjà rencontrée plus tôt dans le film, mais donc sa nouvelle rencontre, atteinte de tuberculose, dont il va suivre sa malheureusement fin de vie, et donc leur amour va être très très court mais intense, et ça va être mis en parallèle avec l'accomplissement de son plus grand rêve, c'est-à-dire créer un avion petit, rapide, révolutionnaire, quelque chose d'incroyable, qui sera donc le Zéro qui conclut le film. Voilà, donc ça c'est le petit point pitch global. Donc à la base c'est un manga. Miyazaki a créé donc Le Vent se lève, sorti en 2008. C'était un manga qui rappelait un peu Porco Rosso, puisque Jiro Horikoshi était représenté avec une tête de cochon, comme du coup le fameux Porco, quoi. Je sais plus son nom dans le film, je crois qu'on l'appelle juste Porco Rosso. Il doit avoir un nom, mais bref. Donc ça rappelle ça. Sauf que quand il sort ce petit manga qui paie pas de mine, c'est pas un projet énorme, c'est un petit truc qu'il avait envie de faire, parce que ça fait des années qu'il est fasciné par le personnage, enfin
le personnage public du coup de Horikoshi. Depuis sa jeunesse, il est fasciné par cet homme. Donc il sort ça, et donc le producteur Toshio Suzuki, donc producteur qui a cofondé le Studio Ghibli en 85 avec Takahata et Miyazaki à l'époque, qui a produit tous les films du Ghibli depuis toujours. Un de ses meilleurs amis lui dit fais-en un film. Un vrai film, un long métrage, ton prochain film et tout. Miyazaki, déjà, lui dit, je suis encore à la retraite, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis à la retraite, donc on va en faire un film. C'est sa première, sa 8e? C'est, compliqué, ça. C'est compliqué. C'est compliqué, si on prend en compte que la première retraite date d'après Mononoke, à la mort de Yoshifumi Kondo, là, le réalisateur de Si tu tends l'oreille. Si à chaque fois on compte qu'il a dit se mettre en retraite à chaque fois, ouais, ce serait la 3e, 4e, quelque chose comme ça. Bref. Bon, c'est pas la première, quoi. Du coup, il dit non, et puis surtout, il voulait pas le faire parce que pour lui, le film traitait trop frontalement de la guerre, et il voulait pas faire de film qui parle trop frontalement de la guerre à ce point-là. En plus, un film qui serait beaucoup plus ancré dans le réel, donc il avait pas trop envie. Même sa femme était pas sûre du tout du projet. Elle lui dit, sa femme qui l'accompagne énormément dans le processus créatif en amont des films. Lui a dit que c'était pas forcément la meilleure des idées, et en plus de ça, depuis les années 60, depuis qu'il est avec sa femme et que leur premier fils Goro, qui est devenu animateur lui aussi, enfin réalisateur d'animation pour Ghibli lui aussi, Goro Miyazaki, donc né en 67, depuis la naissance de son premier fils, et ils en auront un second après, Miyazaki père a décidé de ne faire que des films pour enfants. C'était une ligne directrice de sa vie. En fait, à partir du moment où il a eu des enfants, il voulait que tous les films qu'il allait faire maintenant ou plus tard pourraient parler à son enfant aujourd'hui, enfin au moment où il était jeune, et à tous les enfants du monde plus tard. C'est devenu quelque chose qui était pour lui hyper important, et ça se ressent vraiment dans tous ses films, malgré que celui-ci soit un peu plus adulte, mais du coup, c'était une raison pour lui de pas le faire. Et à force d'y réfléchir, le temps a passé. Il a réalisé un court-métrage en 2008 pour le musée Ghibli, comme il en a réalisé plein. Et en 2010, après avoir pas mal de réflexions, quasiment 2 ans de réflexion, il repense à une phrase qui lui tourne dans la tête que Jiro Horikoshi a prononcée un jour. Tout ce que je voulais, c'était faire quelque chose de beau. C'était une phrase qui a marqué Miyazaki. Et à force, il s'est dit non mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que c'est trop fort comme message et comme symbolique et comme histoire à raconter. Du coup, il va du coup le faire grâce à cette phrase, quoi, qui résume tout à fait l'ambivalence du film en termes de thème, tout ce côté où il y a la guerre et que le personnage voulait créer quelque chose de beau, malgré le fait qu'il crée des avions qui sèment la mort, ce qui n'est pas une bonne chose. Non. Du coup, il s'est lancé dans ce film qui était vraiment un des plus importants de sa vie, son film le plus adulte, le plus lourd, qui par exemple est le premier film où il montre de manière claire une relation d'amour entre 2 personnages. Ça n'avait jamais été fait aussi clairement dans un de ses films. D'ailleurs, il y a un moment dans le documentaire où on le voit regarder les premiers essais d'animation sur la séquence où Jiro et Naoko s'embrassent, et où il met sa main devant ses yeux pour se cacher. Il dit putain, j'ai vraiment fait ça moi. Il dit il arrive pas à croire qu'il ait créé ça. Il dit vraiment, j'arrive pas à croire que j'ai fait un truc pareil. Voilà, parce que pour lui c'est pas ce qu'il fait depuis toujours, quoi. Et là on est sur un gars qui a 75 balais à ce moment-là. Il est vraiment là, non, c'est pas pour lui d'habitude. Voilà. Et donc pendant la création du projet, il va enrichir le récit grâce au parcours, il va enrichir le récit et le parcours de son personnage en y ajoutant l'adaptation du livre Le vent se lève. Alors c'est pas un hasard que les 2 films, et le livre et le bouquin s'appellent comme ça, parce que c'était déjà un hommage, mais donc il y a un bouquin qui est sorti en 1936 de Tatsuro Hori qui s'appelle Le vent se lève, qui raconte l'histoire d'un écrivain et de sa fiancée malade de la tuberculose, qui va accompagner jusqu'au bout en suivant l'écrivain va accompagner sa femme jusqu'à la fin de sa vie, du coup la tuberculose. Donc les 2 histoires sont liées, mais ça s'entremêle, quoi. Voilà, les 2 histoires s'entremêlent, et les 2 œuvres ont pour inspiration le poème de Paul Valéry Le cimetière, sorti en 1920, Le cimetière marin, pardon, le mot était après. Le cimetière marin, sorti en 1920. Donc avec du coup cette fameuse phrase Le vent se lève, il faut tenter de vivre, qui est dans le film.
Et donc qui est aussi, en fait, l'inspiration pour les deux vient de ça. Miyazaki s'est nourri de l'idée du bouquin parce c'est un bouquin qui l'a toujours beaucoup marqué pour créer le nom du manga originel, mais à la base il n'y avait pas du tout l'apport du roman. C'est plus tard qu'il a ajouté ça pour complexifier son récit et pour pouvoir ajouter un côté plus intéressant et plus complexe à son personnage. Voilà. Donc déjà on est sur la création du projet, pourquoi on en est arrivé là. Et du coup, pourquoi c'est bien déjà Pourquoi c'est bien quand Alors, je vais y revenir de manière sporadique au fur et à mesure parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais déjà, on va faire 2 points qui me semblent totalement évidents on va tout de suite balayer. Le film est beau et la musique elle est bien. Oui. Je suis d'accord sur les deux. Grand chose voilà. Plus à rajouter. C'est Miyazaki, donc c'est. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même le dire parce que on va pas y rester 12 ans parce que c'est une évidence pour ceux qui connaissent, aiment bien la patte de Miyazaki. C'est toujours aussi beau, même si c'est moins foisonnant et moins loufoque que ce qu'il a pu faire. Par exemple, avec son film précédent, Ponyo, qui est l'un de ses plus incroyables visuellement, parce que complètement loufoque et complètement délirant de couleurs et voilà. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, mais ça reste magnifique. Le travail des couleurs, du détail, Il arrive toujours à caser ses vagues sur l'herbe. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un moment où il arrivera à caser ça. Oui, des grands champs magnifiques. En plus, il s'amuse avec des rêves. Du coup, il s'amuse à faire des trucs et tout. Avec les séismes aussi. Oui, avec la séquence du séisme qui est assez incroyable en termes d'animation. Et franchement, moi, pour l'avoir vu hier soir. Ouais. Je fais mes devoirs au dernier moment. J'ai été vraiment déçu d'un point de vue visuel, mais c'est parce que je l'ai vu en DVD sur une grande télé et franchement, je pense que je me le referai prochainement ou incessamment sous réserve de me le refaire en Blu-ray parce que vraiment ça mérite. DVD c'est pas ça met pas ses lettres de noblesse. Oui, non, quand j'ai su que vous avez un DVD pour 3 que vous passiez pour voir le film et que du coup c'était un DVD, je sais la taille de ta télé, je me suis dit oui, non mais c'est le problème de la taille de sa télé parce que la mienne étant un peu plus petite, c'est passé. Alors évidemment, un Blu-ray, ça aurait été évidemment bien plus plaisant. Un film esthétique comme ça, il gagne forcément. Enfin, de toute façon, même un film moins esthétique, le Blu-ray, la définition du Blu-ray, on enfonce une porte ouverte, est meilleur qu'un DVD. Bon, ça, il y a pas de débat. Maintenant, ça passe. Franchement, ça passe. C'est le problème, c'est que vraiment, c'est certainement l'un des plus beaux de notre sélection là sur les films d'animation. C'est le seul que j'ai vu en DVD. Oui. C'est c'est dommage. Ouais. Mais c'est très beau. Oui, c'est très beau. Et la musique, je suis content que t'en aies parlé parce que c'est vrai que la musique est très jolie. Très jolie. Cette inspiration italienne, là, ça embarque tout de suite, il y a pas de problème. Ouais, de toute façon, Hisaishi, c'est un peu habituel, quoi. C'est du coup leur 10e collaboration parce qu'il a juste pas fait la musique du Château Cagliostro, mais sinon, ils ont bossé ensemble sur tous les films de Miyazaki. C'est son premier, ça, Miyazaki, le Château Cagliostro. Ouais, c'est le tout premier, sorti en 79, qui était du coup lié à l'univers de Edgar, de Cambriole, là. Oui, mais ça, j'allais dire Lupin 3, mais non, Lupin 3, uniquement en France, hein. Pour la question des droits, voilà. Oui, tout à fait, oui. Oui, voilà. Mais nous, on le connaît sous ce nom-là, le personnage. Oui. Qui a eu une série d'animation, d'ailleurs, une série animée. Bien marrante. C'était rigolo. J'ai jamais regardé, ça me laisse un petit peu de choses à regarder de Miyazaki, parce que j'ai tellement tout bouffé quand j'ai découvert, fin adolescence, j'ai découvert Miyazaki, je devais avoir à peine 20 ans. En 2 ans, j'avais réussi à me fourrer tous ces films et il faudrait arriver à refaire le décompte de ce qui est de lui et de ce qui est sa patte et de ce qui est ce dont il a été à l'instigation, comme la série Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, oui. Oui, aussi d'ailleurs. Il a réalisé pas mal d'épisodes, il me semble. Voilà. Après, la suite a repris, etc. Mais oui, puis après, il y a tout ce qu'a fait Ghibli. Si on parle du côté de Yoshifumi Kondo, alors Yoshifumi Kondo déjà qui avait fait Cité dans l'oreille, c'est peut-être un peu moins présent, mais Yonebayashi surtout qui a fait Arrietty et Souvenir de Marnie, et puis après il est parti créer son studio Ponok avec Marie et la fleur de la sorcière. Là, on est vraiment sur une inspiration Miyazaki qui est très présente visuellement, thématiquement, vraiment, on est vraiment dedans. On sent vraiment qu'il a bien forgé. D'ailleurs, je vais en reparler un peu plus tard, mais on sent bien que Miyazaki, il a bien forgé son élève là. Il l'a bien moulé comme il le voulait. Hein. Et puis même Takahata était un peu différent. On a des thèmes un peu différents, donc c'était un peu l'exception de Ghibli. Mais ouais, dans Miyazaki, il a un peu. Puis son fils, hein, évidemment. Oui. Son fils avec Conte de Terre-Mer qui est pas très bien malheureusement, mais qui est très beau.
et le bien meilleur La colline aux coquelicots, que j'aime vraiment beaucoup. Encore un film d'animation d'amour, voilà, qui se passe de nos jours. Pourquoi tu me regardes? Bah, parce Parce que t'as un problème avec les films d'amour. Non, On j'ai en parlait encore tout à l'heure en off. Voilà. Bon, si, t'as un problème. Non. Bon, Quentin, continue. Mais voilà, du coup, bref, oui, Hisaishi, compositeur génial, qui a surtout bossé avec Miyazaki et aussi Kitano, qui a fait pas mal de ses compositions. 2 salles, 2 ambiances. Oui, après musicalement, il y a des similitudes quand même, et son travail est. Mais après, la similitude générale, c'est de dire que c'est quasiment tout le temps génial. En tout cas, tout ce que j'ai pu entendre, et surtout chez Miyazaki, sa composition qu'il a fait pour le tout dernier, Le Garçon et l'Héron, est peut-être un peu plus oubliable dans le sens où elle s'immisce plus dans le récit, elle va moins prendre le dessus. Elle va juste plus être plus illustrative. Ouais, plus illustrative, c'est ça, ouais, merci. J'avais pas le terme, mais elle reste quand même très bien. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est une des meilleures qu'il ait pu faire pour Miyazaki. En tout cas, c'est une de celles qui me parle le plus. Je sais pas, toi, Mickaël, toi aussi, tu as aimé la musique Ah oui, la musique, il y a rien à dire dessus. Magnifique. C'est un grand monsieur de la musique. Oui, que j'ai. Un grand monsieur. Ouais, oui, quand même très très grand monsieur que je peux me permettre de me la péter. Je l'ai vu en live, c'était super. C'était incroyable, c'était. Oui, Ouais. Oui, bah écoute, j'ai raté. Oui, il l'a fait. Alors non, c'est pas lui qui a fait le banjo, mais. Tu as pleuré? Oh, c'est possible, oui. C'était il y a un bout de temps, c'était en 2019, donc ça commence à dater. Mais non, c'était trop bien. Mais j'ai raté Morricone, donc je vais me contenter d'avoir vu l'autre de mes compositeurs préférés quand même. Voilà. Tu as raison. Bon, voilà, je voulais surtout bazarder ces 2 points. Le film est beau, la musique est belle, voilà, assez vite, parce que on n'a pas forcément beaucoup de choses à étayer dessus. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin sur l'analyse du film. J'ai revenu quelques points qui étaient intéressants, je trouve. Voilà. Le premier qui est un peu plus, qui est assez secondaire, que j'avais envie d'appuyer un petit peu, c'est le rapport à l'Allemagne qu'il y a dans le film, parce qu'il y a une fascination qui est que je trouve hyper intéressante et très bien dosée. Parce qu'il y a, on sent vraiment pendant tout le long du film une certaine fascination pour la puissance technologique et la culture allemande d'avant-guerre, de manière générale, et je mets entre parenthèses, évidemment pas nazi. Oui. Vraiment, on parle vraiment pas de la culture allemande, on va dire des nazis et de. Ce qui n'empêche pas que leur présence, même suggérée, le truc est là. Oui, voilà. Mais de toute façon, c'est un fait dans les années 20, 30 et surtout dans le courant des années 30, l'Allemagne était le pays le plus puissant du monde, même quasiment au-dessus des États-Unis. Alors je pense que ça doit se valoir entre les deux, mais surtout en termes de puissance technologique, l'Allemagne avait une avance considérable sur tout le reste de l'Europe. Et aussi, évidemment, sur les Japonais qui étaient leurs alliés. Et du coup, on ajoute à ça, effectivement, le fait que l'Allemagne et les Japonais et aussi les Italiens, c'est pas pour rien que Miyazaki a une certaine fascination pour l'Italie aussi depuis toujours. C'est des pays qui ont été liés pendant plusieurs dizaines d'années avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont battus ensemble, donc, évidemment, leur parcours, on va dire, en termes de façon de penser et de le problème, le petit fait qu'ils ont créé des génocides et qu'ils ont tué des millions de personnes de manière horrible, ça, évidemment, non, mais il y a quand même toute une culture de ces pays-là qui est pas à laisser de côté, quoi. Dans ces années-là, il s'est passé des choses très belles comme des choses horribles en Allemagne, et entre autres, il y a un certain Thomas Mann qui a écrit un bouquin alors j'ai plus l'année du bouquin, je l'ai pas marqué, crotte, dans les années 20, il me semble bien, un bouquin qui s'appelle La Montagne Magique. Thomas Mann, qui était d'origine juive, qui du coup s'est exilé en France puis en Suisse à partir de 1933 dès qu'Hitler a pris le pouvoir, donc un bon Allemand, je peux dire ça. Un Allemand. Ouais, voilà. Un Allemand, il y a les Allemands et il y a les nazis. C'est différent. Voilà. Merci, c'est mieux dit. Oui. Voilà, dont le personnage principal s'appelle Castorp, donc c'est le nom enfin, comment dire, j'ai mal à amener le truc, mais en gros, tout le bouquin La Montagne Magique et ce personnage Castorp est utilisé dans tout le segment de l'hôtel où avec le personnage où il retrouve Chihiro retrouve Naoko qui deviendra sa femme. Et donc Castorp, c'est cet Allemand qui arrive et qui mange beaucoup de cresson. Exactement, qui a un amour pour le cresson, et qui a ces fameuses clopes allemandes et qui a une physionomie bien faite. Il sort du sorcière de film précédent. Il sort du lot. Voilà, à ce moment-là aussi, il parle d'ailleurs, le même Castorp
prononce même le nom de la montagne magique. Il dit qu'on se croirait dans le roman de Thomas Mann. Voilà, donc là, la référence est vraiment évidente. J'ai pas marqué le titre du morceau, je suis nul, mais il y a aussi le morceau Du bist quelque chose, je sais plus, c'est la chanson qui chante au piano, qui est un classique des années 30 allemand, qui du coup était une chanson qui effectivement tournait au Japon à cette époque-là. Bref, il y a tout un lien qui est très important. Il y a aussi le voyage de Schubert, dont on entend à un moment quand les personnages chantent en Allemagne et qu'ils trouvent une fenêtre, il y a une fenêtre qui est ouverte et on entend un morceau, enfin un extrait du voyage de Schubert. Ils le disent que c'est le voyage de Schubert. Et puis j'avais noté aussi tout un rapport avec l'expressionnisme allemand, parce qu'il y a beaucoup de jeux d'ombre qui est assez travaillé dans le film, pas forcément tout le temps mais de temps en temps, et surtout dans le passage en Allemagne, quand justement après avoir entendu le voyage de Schubert par la fenêtre, ils croisent quelqu'un qui essaie de s'échapper, et puis après ils sont interpellés par des Allemands, et on les voit partir, et là il y a vraiment tout un jeu d'ombre qui rappelle beaucoup l'expressionnisme allemand des années 30 avec toute cette suggestion. Et bref, je trouve que le film a tout un rapport à l'Allemagne qui est assez intéressant et qui fait partie des petits points que je trouve assez finement traités malgré la lourdeur du sujet, ce qui est un peu quelque chose qui est assez global dans le film, de parler d'un sujet lourd mais de le traiter avec finesse, poésie et grandeur au final. Voilà. Le côté expressionnisme allemand, et je parlais de jeu d'ombre qui rapporte un peu à l'imaginaire, me permet d'apporter mon prochain point, qui est le rapport à la magie, puisque c'est un film de Miyazaki qui n'est pas fantastique du tout, qui est d'ailleurs son second, si on prend en compte s'il y a Château Cagliostro qui est, du coup j'avais un peu oublié lui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de fantastique dans ce film-là, il me semble pas en tout cas. Non, je ne crois pas. Non, de mémoire. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, mais je me souviens pas d'un seul. Je crois qu'à un moment il vole un peu en l'air, mais et encore je suis pas sûr. Non, le film est extravagant, mais il me semble pas qu'il y ait vraiment extravagant. Oui, voilà, ça explique les trajectoires un petit peu étranges que les voitures peuvent prendre, par exemple. Oui, voilà. Mais sinon il y a pas vraiment de notion de fantastique dans le film. Et après sinon faut attendre Porco Rosso en 95 pour retrouver un qui film finalement est assez réaliste. Avec le personnage s'appelle Marco. Oui, merci. Voilà. Je vais la recherche entre temps. D'accord, merci beaucoup. Donc c'était son premier film réaliste aussi. Là, il y a vraiment aucune notion de fantastique, dans ce film, en dehors du fait que le personnage soit un cochon qui parle. Voilà. Mais c'est un élément qui n'est pas important dans le scénario en lui-même. Non, c'est un fait. C'est un fait, voilà. C'est ça. Et puis il y a tout ce truc où on voit les avions s'envoler dans les airs et disparaître un peu. Il y a une espèce de côté un peu paradis ou chose comme ça, mais c'est vraiment un peu rêve. Mais d'ailleurs on voit quasiment le même plan dans Le Vent se lève. Mais sinon, Miyazaki, c'est du fantastique. Et ça a un peu rebuté des gens. Mais moi je trouve que le film, il est pas si dénué de magie. Quand même, pour moi, il y a pas mal de choses qui font le lien. Bon, déjà, je parlais du jeu d'ombre, voilà, qui crée de l'imaginaire, qui permet de créer de l'imaginaire. Voilà, je trouve que c'est suffisant pour expliquer ce que je voulais dire. Et puis surtout, je trouve que le film a quelque chose de l'ordre du conte. Il y a beaucoup de choses qui rapportent à cette idée d'une histoire très bien écrite, où tout se passe un peu comme si tout était écrit. Voilà. Et je trouve que là, ce côté-là apporte beaucoup de magie. Bon, je disais tout à l'heure le rapport avec la montagne magique. Déjà, c'est dans le titre. Là, tout un énorme référence à un bouquin dont le titre a montagne magique dedans. Et même d'ailleurs, toute cette séquence ressemble un peu à une espèce de rêve, une espèce de moment magique fermé dans le temps, où c'est un été magnifique. D'ailleurs, c'est la séquence se termine comme ça. Castor dit que c'était un très bel été après que Jiro ait fait sa demande en mariage à Naoko. Donc c'est vraiment une espèce de parenthèse magique dans un moment horrible de l'histoire du Japon. Oui. Oui, du coup, puisque tu es sur le côté magique du film et que tu as dit que c'était un film réaliste, je pense qu'effectivement, le côté magique, je suis d'accord, il y en a un. Il est apporté par, à mon avis, deux éléments que Miyazaki, tu l'as dit aussi ça tout à l'heure, deux éléments qui étaient pas, enfin, un des deux n'était pas forcément courant chez lui, l'histoire d'amour. Moi, je trouve qu'il y a une partie, il y a un côté Mika, parfois une histoire d'amour au cinéma peut être magique. Il peut y avoir quelque chose, même si elle est traitée de façon réaliste. C'est de l'harcèlement. Oh oui, je te titille, comme dirait le. Non, mais voilà, je trouve que la manière dont est traitée cette histoire, il y a un côté magique.
Ça, c'est un côté assez beau, assez. Il l'a jamais fait, il le fait pas maladroitement. Je trouve que c'est vraiment une partie que je trouve très chouette dans le film. Et puis l'autre partie, alors là pour le coup un peu plus habituel chez Miyazaki, c'est tout le travail du personnage principal qui est donc une tête dans son domaine, qui parvient à faire un petit peu ce qu'il veut de ses 10 doigts et de son cerveau aux manettes, avec le travail sur dans l'aéronautique, l'amélioration, la découverte de, alors je saurais pas redire ce qu'il fait dans le film, hein, tout le travail sur les différents éléments qui constituent l'avion, qui permet de le faire aller plus vite, qui permet de le faire aller ceci, cela. Mais je trouve qu'il y a un côté aussi magique dans la façon d'aborder l'aéronautique, et c'est jamais chiant. Il nous parle parfois de, alors pas de soupape, mais des machins là, des espèces de clous, voilà, tout un tas de trucs. Et je trouve que ces parties techniques, je les trouve à la fois réalistes et en même temps, le mec, en travaillant ça, est capable de faire voler un truc plus haut, plus loin, plus fort, plus machin. Enfin voilà, la magie, il l'amène un peu comme ça. Donc il l'amène d'un côté avec les sentiments et de l'autre avec ce travail qu'il fait sur son travail de tous les jours, qui va être d'ailleurs son dilemme dans la dernière partie du film. Hein. Je continue à bosser et puis en même temps j'ai ma compagne qui va pas bien. Enfin voilà, qu'est-ce que je privilégie? Et je trouve que l'aspect magique, il ne vient effectivement pas du fantastique, mais de choses finalement beaucoup plus tard. Il y a une baguette magique dans ce film-là. De toute façon, la magie, elle est présente en permanence, mais il a toujours sa règle avec lui. Et c'est toujours ça qui est une amorce de quelque chose qui va se produire, qui va faire avancer le récit. Ouais. Il joue avec sa règle, il mesure un truc, il fait un calcul, et paf, ça ouvre sur quelque chose d'autre. C'est vrai. Oui, la règle, il joue avec juste avant le séisme. C'est la baguette magique. Dans le train. C'est la baguette magique. C'est vrai, elle est tout le temps là. Oui, exact. Bien vu. Ah, bien joué. Bien joué. Putain, on a appris un truc à Quentin. Bah, c'est très bien. J'ai bien fait de faire cette émission. Moi, je vais dire peut-être un truc un peu moins pertinent, mais qui est plus dans le ressenti. Je vais revenir au côté fantastique, où je savais que moi, je connais beaucoup moins bien Miyazaki et son cinéma. Mais du coup, je savais que le monsieur aimait bien parler par le biais de la fantaisie, la fantaisie pour faire avancer ses récits. Et j'ai trouvé que par exemple, quand le séisme arrive, on a un peu ce côté un peu fantaisie, les couleurs changent, ce côté. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser. Alors là, il y en a, ils vont me jeter peut-être des cailloux, mais à Godzilla Minus One. Quand j'ai vu après le séisme, scène de destruction massive, oui. Ouais, voilà. On va certainement en évoquer après, plein, moi, je connaissais pas du tout le film, le pitch du film. Moi, j'ai lancé le film en mode je vais voir ce que je vais voir. Et pendant un temps, j'ai oublié que c'était Miyazaki qui était aux commandes et je me suis dit, il y a Godzilla qui arrive. Voilà, et il y a aussi... T'es un petit peu conditionné, toi, comme spectateur, quand même. Peut-être un petit peu, mais il y a ce côté, en plus, donc c'est la même période, puisque dans Minus One, on parle d'un kamikaze raté, qui sait pas... Oui, alors le séisme de Kanjo, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, c'est en 1923, donc on est 20 ans avant, mais oui. Ah oui. Non, mais pourquoi pas? Non, mais bon, après, moi, ça m'a j'ai pas pu m'empêcher, alors je sais pas si c'est super pertinent. Il y a l'histoire du Japon avec la destruction, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est surtout oui, parce que les rues ressemblent un peu, ça pourrait faire penser à un Hiroshima Nagasaki plus tard. En plus violent encore, évidemment, mais on pourrait être un peu triste de la guerre de les grands perdants, c'est les Japonais dans ces deux films. J'ai trouvé, moi, tu vois. Après, c'est une période où ils sont fait viander sur la gueule. Ah oui, c'est très fort. Après, pertinent ou pas mon truc. Non, mais moi, en fait, je suis vraiment dans le ressenti quand je vois les trucs, et j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Après, connaissant le bonhomme, je me doutais bien qu'il allait pas faire venir Godzilla. Oui, bien sûr. Mais, ou un autre, non, mais de toute façon, même l'idée même de Godzilla vient déjà évidemment des bombes nucléaires, mais même comme tu disais Bertrand, de manière générale, tout le rapport à la destruction qui fait partie de la culture japonaise. C'est le pays avec le plus de séismes au monde, largement. C'est quand même le grand paradoxe de la culture japonaise, c'est justement d'avoir quelque chose qui perdure énormément dans les protocoles, dans les manières, dans les façons, dans la pensée des fois qui est un peu ancré. Et par contre, l'impermanence du bâti. Oui. La construction a été envisagée comme pouvant disparaître. Oui. Les portes en papier, les feuilles, les trucs en feuilles de bambou, ce genre de choses-là, le bois, truc très léger, ça va disparaître autant que ça nous fasse pas de mal. Et
tout le bâti du Japon à une époque a été construit en fonction de ça, en fonction de son impermanence et de sa disparition prochaine probable. Oui. Et du coup, ça rend le rapport de ceux qui veulent montrer les créateurs japonais qui veulent montrer la destruction, ça le rend encore plus percutant, je trouve. C'est aussi pour ça que je suis pas forcément très très fan des Godzilla, parce que déjà les grosses bêtes j'aime pas trop. Mais c'est cette acuité dans la démonstration de la destruction qui est choquante souvent, je trouve. Et là, dans cette scène du séisme, on est vraiment dans ça, pour moi. Moi, ça m'a fait très très forte impression, du coup. Mais déjà, quand je l'avais vu au cinéma, parce que, spoiler, je suis le seul à l'avoir vu au cinéma. Oui, à l'époque, je connaissais pas. J'étais trop jeune, Et oui. Mais non, mais le fait de le revoir m'a remis plein de choses en mémoire. Notamment le fait que j'aimais pas trop ce film-là et je cherche encore pourquoi maintenant. Ça me fait plaisir que tu l'aies revu et que tu l'aies réapprécié, plus, réévalué. Voilà, les réserves que j'ai existent toujours et, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard et c'est peut-être pas forcément la peine maintenant. Mais elles sont atténuées parce que le temps passe et parce qu'on voit d'autres choses et parce que on peut relativiser ces choses-là, c'est tout. Ok. Alors j'en étais à mon point sur la magie, surtout le rapport au conte que je trouvais. Bon, évidemment, il faut aussi aborder très rapidement juste citer le rapport avec les rêves, où du coup il y a tous ces fameux séquences de rêves où le personnage de Jiro rencontre son mentor, son idole plutôt. C'est un personnage, donc l'inventeur qui a aussi existé, qui était Caproni. Alors je l'ai pas noté là, j'ai peut-être noté, qui avait créé le Caproni CA-60, l'avion qu'on voit apparaître dans le film, avec ces fameuses rangées d'ailes là, qui était un projet révolutionnaire pour l'époque, mais qui était surtout inefficace, et qui a été du coup rien d'autre qu'un projet après un premier vol un peu réussi à peine de quelques mètres et un second vol complètement raté. Le projet a été totalement annulé, mais en tout cas on avait quelque chose de très créatif et de très révolutionnaire pour son époque, et ça a été alors après à quel point le vrai Jiro Horikoshi était inspiré par Caproni, ça j'avoue je n'ai aucune idée, mais dans le film, c'est ce que veut montrer Miyazaki, et donc on a toutes ces séquences de rêves où il y a une espèce de mise à jour tous les quelques années, ils viennent se voir c'est plutôt Caproni qui rend visite à Jiro dans ses rêves pour lui demander où est-ce qu'il en est dans l'avancement de sa quête, comme dans un jeu vidéo, où est-ce qu'il en est dans l'avancement de son rêve, et donc là on parle clairement en rapport à la magie, au conte, qui me semble assez marquant. Alors si Mika a cru à un moment donné que Godzilla allait apparaître dans la scène du séisme, moi j'ai eu l'impression que Caproni, le personnage de l'italien, moi j'ai eu l'impression un petit peu que c'était Miyazaki. Quand je l'entendais parler, quand il interagit avec le personnage principal, etc., j'ai eu les avions devraient pas être faits pour la guerre, enfin les avions sont beaux, etc. Enfin je sais plus les répliques exactes qu'il mentionne, mais moi j'ai eu l'impression que si Miyazaki s'était mis en scène dans ce film-là, il se retrouvait certainement dans le personnage de Caproni. C'est un des points que je vais aborder, le rapport. Alors après, le point plus précisément avec Caproni, peut-être pas aussi détaillé, du coup c'est bien de l'étayer aussi, mais j'avais prévu de effectivement un peu après de parler du lien entre Miyazaki et son film, c'était le point suivant. Mais ça te fait une transition. Oui, bien sûr. Alors juste pour terminer les quelques petits points comme ça, pour les énumérer comme ça, j'ai noté que j'ai l'impression un peu que le vent agit comme un personnage. Souvent, il influe sur le cours de l'histoire, un peu comme toi tu parlais avec la baguette. On a souvent avant le fameux séisme, on a une espèce de bourrasque de vent qui va souffler au moment où, à la toute fin du film, quand il arrive à faire voler son fameux zéro. Du coup j'allais y venir aussi dans la liste, mais l'espèce de mort supposée on suppose que du coup sa femme Naoko est morte au moment où l'avion s'envole. Leur nouvelle rencontre aussi. Oui, c'est le vent. Oui, voilà. Mais tout est. Qu'est-ce qu'elle est belle d'ailleurs cette scène. La scène là sur la pierre. C'est magnifique ça. Voilà. Que ce soit la scène des petits avions en papier. Oui. Que je trouve terrible, moi. Et c'est pareil, le vent détermine tout dans cette scène-là, parce que les avions en papier, ça, on n'invente rien, c'est le vent qui va les embarquer, et il contrôle rien. Le personnage ne contrôle rien à ce moment-là, quand il balance son avion,
Bah, c'est le lâcher prise. C'est beau. Tu vois que je suis capable de comprendre tu vois, des t'es capable trucs. de placer le mot. Mais, non, mais c'est des très belles scènes. De toute façon, à chaque fois que le vent agit dans ce film, Oui. ce sont des scènes superbes. Enfin bon, de toute façon, le film est globalement superbe de bout en bout, mais il y a des très belles séquences où effectivement le vent est au cœur de ce qu'il fait avancer, voilà. ou pas d'ailleurs. Oui, et puis ouais, du coup, je trouve qu'il a tout coup ce lien avec l'espèce de magie ou de rapport au conte que j'aime bien les contes du coup. C'est le côté du coup, ça me nature parle. de Miyazaki. Oui, voilà. Qu'elle est à la fois. Oui, bien parce sûr. que aussi Le rapport. c'est le vent qui la rend à peu près malade. Enfin, parce que c'est mauvais temps et il y a pas mal de vent. C'est une maladie respiratoire, mais Oui, voilà. c'est Donc vrai. il y a ce côté où la nature peut donner, mais aussi prendre. Oui, ça fait partie des. Après, il aime bien dire aussi que les humains sont très destructeurs, mais la nature aussi l'est. On le voit dans Nausicaa et dans plein de films, dans Mononoke aussi. Mononoke, ou dans vraiment une énorme quantité de films. Mais alors, du coup, pour finir, donc leurs retrouvailles, j'avais noté les retrouvailles, que ce soit le moment où ils se rencontrent et les retrouvailles où il y a du coup ce rapport avec le vent, mais où je trouve qu'il y a un truc de conte où c'est trop beau pour être vrai, mais on y croit quand même et on est quand même dedans, mais c'est trop beau. Enfin, c'est trop aléatoire quoi, c'est un coup de vent, elle va le récupérer, puis après quand il se retrouve 20 ans plus tard, là c'est le vent qui va dans l'autre sens, et les choses sont bien faites quand même, comme dans un conte, et malgré le fait que le film soit tout à fait ancré dans le réel, et donc la magie est vachement présente je trouve. Oui. Et le dernier point que j'avais noté, c'était le moment du mariage, où il y a Naoko qui est vraiment enveloppée dans une espèce de lumière éclatante là, dans la nuit, où on dirait une espèce d'ange. Et j'ai noté aussi que ce moment est le seul segment du film où on a la musique de la thématique des rêves qui apparaît à chaque fois qu'il y a un rêve de Jiro. Cette fois-ci, elle est dans le moment présent du réel. pourquoi ça? Parce que le personnage de son supérieur, c'est le seul qui a pas les traits humains des autres. Le personnage de De son supérieur, qui est petit. Oui. C'est le seul qui a une physionomie atypique et qui Cartoonesque, ouais. qui renvoie à quelque chose de D'irréel peut-être. voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah je pensais surtout à Naoko qui est. Mais oui, mais aussi, voilà. mais disons que le personnage du chef, c'est un marqueur aussi assez fort dans tout le cheminement de tout ça, au même titre que la réglette dans la partie professionnelle. C'est un espèce de guide qui voilà. va l'aider et l'accompagner et le soutenir et l'aider. Alors qu'au premier abord, tu dis oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet individu? C'est un personnage qui va lui offrir sa confiance. Voilà. Effectivement. Voilà. Et oui, bah je pensais surtout au fait que Naoko ce soit entre guillemets son deuxième rêve quoi. Il a un rêve. C'est un rêve imprévu qui est venu enfin c'est devenu quelque chose qui était aussi important pour lui que les rêves à ce moment-là surtout. Enfin c'était tout le temps le cas quand il était avec Naoko, mais là en l'occurrence pendant le moment du mariage c'était d'autant plus fort. Donc voilà. Alors je voulais revenir sur un petit point sur le mariage. Alors anecdotique, mais qui m'a fait étiquer. Enfin pas grave. Hein. Non, le personnage de Naoko, ça. elle a toujours des coupes de cheveux les cheveux plus ou moins longs suivant les scènes, du début à la fin quand on la voit, mais toujours des coupes de cheveux très rondes, très apprêtées, très rétro à l'ancienne. Et le seul moment où il en fait presque un personnage sexy, je mets vraiment des guillemets, hein. Moi ça a été ma façon d'appréhender d'appréhender le personnage. T'as une C'est au vision moment de son enfant mariage. T'as une vision enfant d'elle, C'est et là même pas elle fait ça. adulte, elle fait femme. C'est même pas ça. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est au moment du mariage où elle a les cheveux un petit peu plus fous, un petit peu plus en bataille, un petit peu plus. C'est au moment de son mariage. Ouais, là où ça, précisément une femme, en règle générale, au moment du mariage, c'est là où elle se fait. Elle est plus apprêtée qu'en temps normal. Les cheveux, ils vont pas avoir la même allure que dans le quotidien. Et Miyazaki inverse presque la vapeur. Le seul moment où Naoko est vraiment différente dans son allure à cause de ses cheveux, c'est au moment de son mariage où je l'ai trouvé plus. Alors encore une fois, je mets des guillemets à sexy. On parle d'un film d'animation, on parle de quelque chose de très chaste de bout en bout. Mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, c'est marrant qu'ils choisissent ce moment-là dans le film pour la montrer plus attirante, plus. Ouais, puis c'est à ce moment-là où il y a la fameuse scène d'amour là où elle lui propose de le rejoindre dans le lit. Voilà, c'est ça. C'est suivi de cette scène-là. Et c'est marrant. J'ai trouvé. Alors je sais pas trop forcément quoi faire de cette réflexion-là, mais je me la suis faite en regardant le film. Je dis tiens, c'est étrange. Il inverse un petit peu les codes
Miyazaki dans cette approche de la représentation féminine. J'ai trouvé ça original. Peut-être on peut voir ça du côté de la culturelle, quoi. C'est vrai qu'on parle de culture occidentale et japonaise en fonction de comment ça fonctionne un peu là-bas. On n'a pas trop les codes, du coup. C'est peut-être par là-bas qu'il faut chercher. Il nous manque peut-être des clés, c'est sûr. Effectivement. Voilà. Du coup, mon point suivant, c'est celui que tu parlais tout à l'heure, c'est le lien entre Miyazaki et son film. Donc, le fait que j'ai pu voir les documentaires m'a pas mal aidé aussi là-dessus. Mais c'est vrai que le film a une réputation de film presque autobiographique, ou que ce soit du côté de Jiro, ou tu parlais aussi de Caproni, où Miyazaki se donnait vraiment beaucoup dans le film. Du coup, je me suis posé la question à quel point est-ce que c'est vrai. Donc, j'ai été chercher, j'ai été gratter un peu, voilà. Bon. Évidemment, la réponse est oui. C'est vrai. Hein, voilà. Oui, c'est difficile. Bon, déjà, premier point, oui, c'est difficile de pas y penser, effectivement. Mais déjà, premier point, c'est le seul film, à part pour Porco Rosso, c'est le seul film qu'il a fait qui est ancré à fond dans le réel, et encore plus dans un réel historique. Parce que Porco Rosso se passe dans une période entre deux guerres, donc c'est une période historique importante pour l'Italie, mais il n'y a pas forcément de grands événements à ce moment-là. C'est une période d'entre deux. Alors que là, on parle vraiment de la montée du fascisme au Japon, de la Seconde Guerre mondiale, du rapport avec l'Allemagne. Bref, on est vraiment sur des thèmes historiques avec très marqué historiquement. Oui. Donc là déjà, on est dans le réel, donc on est plus dans le monde réel. Donc déjà, ça fait un premier point lié à la réalité de la vie de Miyazaki, quoi. Et puis on a toute une liste des marottes habituelles du réalisateur qui viennent et qui sont toujours présents. Donc là, encore une fois, le côté presque autobiographique de qu'est-ce qu'il aime dans la vie, l'aviation. La technologie et la mort par la technologie, qui a souvent été là dans beaucoup de ses films. Donc la mort humaine sur la nature et les autres humains, surtout leur grande capacité à s'entretuer, ça l'a toujours fasciné. Il a toujours déploré de manière très grande, quoi. Il a d'ailleurs dit par rapport à ce film que il avait peur que les gens pensent qu'il fasse un film qui fasse une auréole à la guerre alors qu'il voulait vraiment pas. Au contraire, il a toujours banni la guerre, c'est très bateau de dire ça, personne n'a envie de faire la guerre, mais en tout cas Miyazaki a toujours été c'est un marxiste à fond. Bref, on est vraiment sur quelqu'un qui il était pas copain avec les japonais de l'époque, quoi. C'était pas trop la même façon de penser, quoi. Fascination aussi pour la première moitié du XXe siècle, qui revient souvent, cette période technologique, un peu de mouvance technologique surtout, qui revient dans beaucoup de ses films. Là, il est à fond dedans, hein. Vraiment, ça parle de technologie, on est sur une période de quasiment 20 ans pendant la période de la Seconde Guerre, pendant la première moitié du siècle, donc on est à fond dans ce qu'il aime. Donc le traitement de la guerre, il en parle souvent dans les films, là de manière encore plus frontale. Et puis évidemment tout ce qui est créativité, l'amour aussi, qu'il aime bien traiter dans ses films, mais là encore plus de manière frontale. Et puis là, tu parlais aussi de la nature, la puissance de la nature, qui est aussi présente là, tout en saupoudrant le tout de personnages forts et complexes, que ce soit des personnages féminins et masculins, pour les féminins comme surtout Naoko et Kaio, la petite sœur de Jiro. C'est vrai. Parce que niveau caractère fort, oui, c'est habituel chez Miyazaki, il aime bien les personnages un peu, que ce soit des personnages masculins ou féminins, souvent ils sont complexes dès qu'ils sont traités en profondeur, plus en retenue quand ils sont plus traités de manière secondaire, mais c'est-à-dire que si on compare, j'ai pas forcément d'idée, mais en vrai les personnages masculins sont quasiment tous traités de manière assez profonde, quoi. Que ce soit son meilleur ami là, Honjo, alors j'ai plus le nom de son responsable, voilà. Mais il y a aussi oui, bon, c'est pas forcément très grave, mais voilà. Parce que c'est quand même un personnage important dans oui, certes. Bah écoute, si t'arrives à le retrouver, je serais pas contre. Voilà. Mais donc voilà, on a vraiment toute une liste là de choses où Miyazaki il a vraiment mis de tout ce qu'il aime faire, il en a fait un seul film condensé de manière vraiment très ancrée dans le réel. Donc effectivement déjà premier point qui fait penser à un côté presque autobiographique où il met de lui-même dedans. Alors après, du coup, j'ai fait une petite comparaison. Donc Jiro et Caproni. Monsieur Kurokawa. Merci, Monsieur Kurokawa. Bien sûr. Comme les éditions. Ah bah peut-être oui. Comme les éditions Kurokawa. Yes. Là j'ai noté bon, c'est une évidence totale. Miyazaki est un fou de travail et un fou d'exigence. Qui se répercute aussi, on peut le voir dans le travail de Caproni et de Jiro dans le film, dans la manière dont ils sont décrits. Ce sont tous les deux des fous de travail qui sont plus que passionnés par ce qu'ils font et qui sont
qui sont très impliqués dans l'exécution et dans le travail du détail et le travail de l'exigence qu'il faut avoir pour créer la meilleure œuvre possible. Miyazaki, il fait pas exception, il est du même genre, il veut toujours aller plus loin dans la vie créative. Par exemple, les plans de foule, c'était des plans qui lui prenaient trop la tête. Il voulait que les foules soient parfaites. En fait, il avait dit à ses animateurs, il faut que vous pensiez que chacun des personnages que vous animez, même des petits gars dans la foule là, il faut que vous pensiez que tout c'est un vrai personnage, que c'est un vrai être humain, que c'est pas un figurant. Il faut que chacun, on puisse se mettre en pause et se dire que ce personnage a une histoire. Pour lui, c'était important parce que le film se passait dans le vrai monde, il traitait d'un truc qui a vraiment passé, donc c'était vraiment primordial pour lui. Dans les faits, on a un plan de foule. Celui où il y a le plus de foule, c'est pendant le passage du séisme. Il y a un moment où il y a beaucoup de foule. Le passage dure 4 secondes. Ils ont mis 1 an et 3 mois à faire à faire ce segment-là. Ah. Voilà, à force de retouches, parce qu'il était pas satisfait. Voilà, c'est important pour lui d'être satisfait, d'être exigeant. C'est dommage de le voir en DVD. Non, ça doit pas être drôle de bosser avec lui. C'est un gars que je trouve fascinant. C'est dommage de le voir sur un petit écran. Oui. Prétentieux, là. C'est vrai que vous avez je l'ai vu au cinéma. Petit écran, bonne qualité peut-être. Ah non, c'est le DVD aussi, toi. Oui, mais du coup sur un petit écran de. Oui, c'est vrai que sur un écran d'ordi, ça ça rendait pas trop mal. Oui, bon voilà. Et depuis tout à l'heure, je me pose la question de pourquoi je ne vois pas beaucoup. C'est parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc tout à l'heure, j'ai lu mes notes sans lunettes. Ah bah c'est pas bien ça. Bah non, c'est pas bien. Du coup, désolé. Hein. Moi, je pense qu'on va aller, c'est ça dans le montage, c'est très bien ça. Voilà, donc oui, le rapport entre Miyazaki, tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté comme truc de détail? Oui, alors oui, tout le travail avec le côté procédurier. Tu parlais tout à l'heure de, je sais plus qui abordait tout à l'heure le sujet du Japon très maniéré. C'était Bertrand, oui, dans l'histoire du Japon et tout. Bah en fait, il y a eu un travail de reconstitution qui a été fait avec des historiens sur le film, qui a été très important, parce qu'en fait, faut savoir. Alors oui, déjà, parce que le film est extrêmement détaillé, etc. Mais aussi, il faut savoir qu'en fait, le Japon, l'évolution a été assez rapide après leur défaite à la Seconde Guerre mondiale. En fait, tout ce truc de procédure qu'il y avait encore avant, qu'on voit beaucoup dans le film et qui est totalement réaliste, c'est-à-dire que même entre frères et sœurs, ils se saluent, ils ont une position précise dans les pièces. Il y a aussi toute cette séquence du mariage qui est obligatoire si les gens veulent vivre ensemble, il faut qu'ils soient mariés. C'est vraiment hyper procédurier. Et là, on est encore dans les années 20, 30, 40 au Japon. Et en fait, dès les années 50, 60, c'est des trucs qui vont se perdre très très vite. Et du coup, ils ont eu besoin d'historiens assez précis pour pouvoir tout reconstituer, déjà en termes visuels et puis même en termes d'habitude de coutume, quoi, parce qu'ils ont perdu ça assez vite. Voilà, je trouvais ça intéressant. Ça n'a rien à voir entre guillemets avec le film, mais moi je trouve ça fascinant la façon dont le Japon a évolué en si peu de temps. En même temps, ils se sont fait rétamer la gueule. Du coup, après, ils ont dû passer du côté des pères. Ils se sont fait rétamer la gueule après avoir quand même été en position dominante dans leur région. Ah bah carrément. Ah bah ils ont pris un retour de bâton très vénère. Et d'ailleurs, finalement, la principale réserve que moi je pouvais avoir vis-à-vis de ce film, c'était au niveau historique justement. Ouais. Alors je suis pas un spécialiste, loin de là, mais il me semblait, après la première vision de ce film, que malgré le passé de Miyazaki, qui était quand même dans un engagement pacifiste assez ferme, il y avait des relents d'une espèce de nostalgie d'un truc qu'il n'avait pas vécu, puisqu'étant né en 41. Ouais. C'est-à-dire que même les événements qui vont jusqu'à la fin de son film, il ne les a pas vécus, lui. Voilà. Théoriquement. Il y avait une espèce de nostalgie du « Ah, quand même, le Japon, quand c'était fort, c'était bien ». Et c'est ça, dans le discours, dans certaines phrases que dit Monsieur Kurokawa, par exemple, mais c'est évoqué. Parce qu'il dénonce le déclin, justement. Ah, ça, c'est les moteurs japonais, ce genre de choses-là. Et il y a, dans tout ça, il y a quelque chose que moi, je trouvais un peu malsain, mais que, du coup, la deuxième vision m'a permis d'atténuer, puisque j'ai l'impression qu'on est tellement inondé sur les réseaux, sur le machin, de gens qui affichent une nostalgie qui est très surfaite, la nostalgie des gens nés en 87 qui viennent expliquer aux gens nés en 91 que les années 80 c'était vachement mieux. Moi, ça m'a permis de relativiser ce truc-là. Voilà, c'était quelque chose de toute façon qui était voué à évoluer, parce que j'avais bien, malgré tout, l'intention de le revoir, ce film-là, comme beaucoup de Miyazaki. Je savais pas quand, je savais pas comment, et là, finalement, merci de m'avoir donné l'opportunité de ce truc-là. Je dis merci. Et voilà, je dis merci, je danse la vie. Là, carrément, franchement, j'ai été vraiment content de le revoir.
Non, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Je reste moins fan de ce film-là que d'autres du même auteur, mais il est très bien, il n'y a pas de problème. Je comprends. De toute façon, quelque chose que je répète souvent, Miyazaki, c'est un réalisateur que j'aime, qui me fascine aussi pour ça, sa capacité à avoir fait que des très bons films. Dire que quelqu'un qui aime beaucoup Miyazaki, qui vient me voir et il peut me dire n'importe lequel de ses films est son film préféré de Miyazaki, pour moi, c'est totalement toujours parfaitement recevable, oui, c'est tout à fait recevable. Alors je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas recevables, mais je sais pas, si on parle de Ridley Scott, il va avoir des films qui sont plus mineurs. Si même je sais pas, genre même Kubrick, toi qui connais un peu mieux David, je suis sûr qu'il y a des films où si quelqu'un vient te voir et te dit je suis un super grand fan de Kubrick et mon préféré c'est Le baiser du tueur, et là je lui pouffe au nez. Oui, voilà. Alors les amateurs comprendront. C'est pas son meilleur, loin de là. D'accord. Non, Miyazaki est quand même connu pour avoir une espèce de constance, mais oui, voilà. Ça vient peut-être aussi de ces espèces de rigueur dans oui. le travail qu'il a. Puis il a commencé très fort tout de suite, parce que finalement il partage ça avec Kubrick, c'est que c'est des réalisateurs qui ont fait peu de films, qui ont pris leur temps pour faire leurs films. Kubrick a commencé petit pour finir absolument gigantesque. Miyazaki, déjà en démarrant sa carrière, avait une assise, son premier, le château de Cagliostro, il y a déjà quelque chose, il y a une espèce d'énergie, il y a une espèce de trop plein de trucs, même si c'est très différent d'un Vent se lève. Mais Miyazaki a commencé déjà avec des bagages costauds. Donc voilà, il a jamais été petit, je pense. Oui. Voilà. Bon, il a acquis au fil des décennies une notoriété maintenant non seulement planétaire, mais il ferait presque l'unanimité. Voilà, c'est pas on n'a pas affaire à un petit rigolo. Là où il pourra être critiqué, alors ça c'est l'ancien auditeur du Masque et la Plume qui va le dire, c'est plutôt sur les qualités spécifiquement cinématographique qui va être attaqué en fait. Ouais. Il a, au même titre que n'importe quel réalisateur, il peut avoir des défaillances, il peut avoir des... Oui. Ah mais je suis moi-même pas un adepte, tu l'as dit peut-être en intro tout à l'heure Quentin de ton segment, que tu étais le plus gros défenseur autour de la table de Miyazaki, ça c'est incontestable. Moi je suis loin d'être un fan absolu, je veux dire, c'est toujours sur la réserve. L'esthétique, voilà. Il y a rien à dire. Enfin, on peut quand même pas dire que les films de Miyazaki sont pas jolis à regarder, sont pas agréables, il y a rien de j'ai rien d'agressif à regarder un Miyazaki, voilà, c'est plutôt même séduisant. Après, le contenu peut déranger. Moi, je sais qu'il y a certains de ces films dont je suis vraiment pas fan, et certains parmi les plus connus. Voilà. Le Vent se lève, je vais pas faire ma conclusion avant qu'il soit temps, mais je leur dirai pas tout à l'heure. Moi, Le Vent se lève, oui, c'est dans mes 2-3 Miyazaki préférés. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Et moi aussi, je remercie Quentin d'ailleurs. Voilà, pour cette découverte. J'y serais venu à un moment ou à un autre, hein. C'était un des 2 ou 3 qui me restait à regarder de sa filmo, mais voilà, c'est fait. Merci Quentin. Voilà. Vu que David et Bertrand ils t'ont remercié, merci. De rien, hein. Je suis bien content. Voilà, beaucoup, merci. Bon, on arrête de se pourlécher les uns les autres. Et voilà, y a personne qui m'a dit merci. Oui, surtout que je viens de regarder un peu et il se passe du temps là. Il va peut-être falloir que je mette la seconde parce que oui, on a le temps, mais bon, ça va faire long. Là, c'est là. Mais bon, bref, j'en étais à l'analyse du personnage et la comparaison avec Miyazaki. Là, après, j'étais plus en détail sur Jiro en lui-même. Donc je parlais du côté accro au travail, dans le film il a l'air de l'être, il priorise presque même son travail face à son amour. Ouais. C'est très japonais ça aussi. Oui, c'est très japonais, et du coup on voit la même chose dans la veine Miyazaki. Du coup j'avais fait un petit point concernant la retraite, parce que du coup il en parle dans le documentaire, mais du coup en fait pour vous donner une idée, en fait si Miyazaki a dit plein de fois qu'il partait à la retraite, en gros, alors on n'est pas psy, on n'a pas le détail de vraiment qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, mais de ce qu'on peut comprendre, en gros c'est quelqu'un qui est tellement perfectionniste et qui a tellement confiance, pas forcément que en lui, mais qui veut superviser du début à la fin ses projets, qu'à partir du moment où il y a du coup un de ses meilleurs amis, Yoshifumi Kondo, qui avait travaillé sur Ghibli depuis les années 80 et qui avait été entre autres animateur clé sur Mononoke et qui avait réalisé Si tu tends l'oreille en 95 ou 96 pardon, je sais plus, bref, qui est mort d'un AVC en 98 comme ça d'un coup à 47 ans je crois bien, ou une rupture d'anévrisme, c'est la même chose peut-être, je sais plus. Oui, j'ai fait le même mécanisme. J'ai plus. Bref, il est mort. C'est chiant, mais il est mort d'un truc très d'un coup. Il est mort. Voilà. Et Miyazaki, ça l'a choqué. Il est parti à la retraite à ce moment-là pour la première fois parce qu'il s'est dit, je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Je veux pas lancer un projet que je ne pourrais pas terminer.
Mais ensuite, après, il est arrivé des obligations il était pas encore si vieux que ça, donc il avait dit bon, je vais peut-être encore en faire un de plus, surtout que le projet suivant c'était Chihiro, il venait d'avoir une première petite fille, donc il a voulu faire ça pour sa petite fille. Puis après, il y a eu le château ambulant, dont il était pas satisfait du projet, donc il a repris les rênes du projet. Alors qu'à chaque fois, il était là, je veux plus, machin. Et en fait, il s'est passé tellement de fois ce même mécanisme de j'ai trop peur de pas pouvoir finir mon projet, mais en fait, je suis rattrapé par mon envie de le faire, qu'au final il le fait, qu'aujourd'hui maintenant il l'aimait plus du tout. Là, son dernier film est sorti, donc il a mis 10 ans pour le faire, il a pris tout le temps qu'il lui fallait pour faire son dernier film, donc Le Garçon et le Héron, et Ghibli a annoncé qu'il était d'ores et déjà sur un nouveau projet, alors que ça fait 30 ans qu'on nous bassine à chaque fois de dire qu'il part à la retraite. Mais c'est qu'en fait maintenant il a fait la paix avec ça. Maintenant, il a fait la paix avec le fait que il ne peut pas être à la retraite. Quand on voit Miyazaki à la retraite, c'est juste un gars malade qui juste fout de travail et qui ne peut pas travailler. Et c'est assez fascinant de le voir tous les jours aller dans son studio, dessiner des trucs et vouloir faire des trucs et avoir des idées et tout ça pour qu'on lui dise mais en fait tu seras jamais heureux à la retraite en fait. Tu ne peux être qu'heureux qu'avec un énorme projet en cours. Et il était là, merde, il va falloir que j'aille travailler jusqu'au cercueil. Bon bah ok. Et bon, donc, oui, pardon. Vas-y. Non, mais Sachant qu'à l'âge qu'il a, le temps qu'il prend pour les films. Là, il arrive à 82. Donc il essaie de pas passer 10 ans sur celui-là, parce que soit il finira pas, soit voilà, c'est que il va être un cap un petit peu compliqué maintenant. Il s'est passé 10 ans entre Vent se lève et Garçon et Héron, donc je dis 10 ans, mais en fait le projet Garçon et Héron, je crois que c'est 3 ans ou 4 ans, ce qui est déjà pas mal plus que le Vent se lève. La décision de vraiment se lancer dans le projet a été prise courant 2010, fin 2010, et le projet est sorti début 2013, donc ça a pris 2 grosses années quoi. Ouais. Le Garçon et le Héron, on est plus sur 4 ans, voilà déjà. Il prend plus son temps parce que de toute façon il le dit dans le documentaire aussi, c'est qu'il fatigue énormément maintenant. Il le sent que chacune des journées est plus compliquée physiquement. Il a des masseurs, il a des machins, et puis il est aussi de plus en plus chiant aussi. Il le dit, je m'en rends compte, je suis de plus en plus chiant. Oui, ça s'arrange pas avec le temps. Ça, là aussi, Kubrick, on a vu ce que ça a donné. Donc, mais non, oui, donc c'est pour ça. J'ai des masseurs lui aussi. Il en a peut-être. Hein. Faut pas que je sache, mais il est toujours chiant, mais par contre, ça a toujours été un meneur d'hommes habile aussi. Je l'avais noté, comme Jiro. On le voit clairement dans le film. Il a une certaine fascination aussi pour ces espèces de personnages qui ont du bagou et une façon de diriger les hommes de manière charismatique un peu. On le voit Jiro avec 2-3 scènes où il dirige toute son équipe et où il y a une espèce d'alchimie qui se passe et une petite magie en équipe là. Oui, c'est naturel. Ouais. Voilà, et ça Miyazaki là il se met aussi beaucoup en scène dans ce segment là quoi. Voilà, tout comme Miyazaki, l'amour a changé, tout comme Jiro, l'amour a changé Miyazaki. À partir du moment où il a rencontré sa femme, il a totalement changé sa vision de la création. Tout comme Jiro a été aussi pas mal touché par la rencontre avec sa femme. À partir du moment où il l'a vraiment rencontré, on sent une évolution dans sa patte créative et dans sa façon. Enfin, on a l'impression que tout roule après. À partir du moment où il se marie, à partir du moment où il se remet avec sa femme, les choses ont l'air de... Autant là c'est le segment où le Japon commence à être de plus en plus dans la merde et où il est poursuivi et où il a peur de se faire choper et tout. Par contre en termes de créativité tout a l'air de passer, c'est le passage où il parle des rivettes et de fraisés, des choses comme ça, et du coup là le projet commence à prendre vraiment de l'envergure. Donc il y a un truc au rapport à l'amour qui est assez similaire de deux côtés, sachant que pour la petite histoire, Miyazaki, je l'aime beaucoup, mais ça reste toujours un peu à l'ancienne, parfois un sale con, mais enfin c'est une façon de voir les choses, mais pour information, sa femme il l'a rencontrée à la Toei quand il travaillait à la Toei dans les années 60, ils se sont mis ensemble et après ils se sont mariés assez rapidement et ils ont eu des enfants, enfin le premier enfant est né en 67, à partir de ce moment-là sa femme elle a dû partir à la retraite parce que en fait il y avait les enfants à s'occuper à la maison quoi. Du coup sa femme partie à la retraite, et alors que elle était réputée pour avoir un talent immense, voire peut-être supérieur à Miyazaki. En tout cas, elle était très importante dans l'équipe de l'époque, mais pour le bien de sa famille. Elle a fait un choix, et Miyazaki, il a dit, le choix, ce sera toi. c'est moi, voilà, c'est... Et les mœurs à l'ancienne, les mœurs japonaises, on est sur... Pourquoi tout ne s'est pas oublié? Oui, ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'avais comme autre point? Je parlais de Jiro qui était insensible face au monde. Là ça commence à être plus en détail. Ça après je pourrais vous en parler en dehors du truc. C'était pas forcément si. Tout lui glisse un peu dessus du moment qu'il y a les avions et. Puis on voit ça aussi. Miyazaki il a un peu le même rapport face à. En fait dans le documentaire, pour le faire rapidement, dans le documentaire il y a 2-3 personnes qui décèdent dans son entourage parce que en fait il commence à être vieux, donc automatiquement il y a des gens qui décèdent. À ce moment-là Takahata est pas encore mort, mais en vrai ça viendra pas longtemps après.
Et à chaque fois il y a une espèce pas forcément d'indifférence parce qu'il est quand même touché par la CDC là, mais il paraît très indifférent insensible plus, voilà, c'est insensible face à tout ça, et souvent il est là, de toute façon on peut rien faire, c'est comme ça. Et juste, ce qui est assez marrant, c'est qu'il dit à chaque fois, je comprends pourquoi c'est les autres qui partent avant moi, et il est en train de fumer des tonnes de clopes, parce qu'il fume énormément, il fume, et comme son personnage, voilà, bien sûr. Après ça, c'est aussi un rapport au Japon, aujourd'hui. C'est son fanatisme pour John Woo. Le tabagisme est vraiment, c'est possible. Excusez-moi, nous on n'est pas japonais. Alors alors les Chinois. Attention là, ça porter les foudres là, c'est possible. Oui. Non mais oui, le tabagisme c'était un truc extrêmement répandu au Japon dans la première partie du siècle dernier, et c'est quelque chose qui est parti très fort, mais par contre certains l'ont gardé très très fort aussi, comme Miyazaki qui l'a gardé très très fort, ça il fume beaucoup, donc c'est marrant de le voir dire je comprends pas, ça devrait être les autres qui partiraient après moi, je devrais mourir avant, et il est en train de fumer ses clopes. On dirait qu'il le demande plus qu'autre chose. Il a pas l'air si heureux que ça dans la vie, il a l'air de l'être, mais comme tous ces gens-là, voilà. Comme tous les artistes un petit peu entiers, un petit peu à fond dans leur truc et tout, je pense qu'il doit se pourrir la tête à longueur de journée, ce type-là. Bon, accessoirement, il doit la pourrir à l'entourage, mais c'est pas surprenant. La joie se partage, hein. Voilà, non, mais c'est Miyazaki, je serais pas étonné d'apprendre qu'il a un côté dépressif, par exemple. Je ne connais pas sa bio, personnellement. Mais je serais pas étonné que ce soit un dépressif. Oui, il en aurait bien les caractéristiques, quand même, Oui, ça me semble assez possible. Voilà. Donc ouais, il y avait ça, et donc ouais, par rapport à sa sensibilité, ouais, j'avais ça, ok. Donc rapport avec Jiro, qui est aussi le lien, les clopes, on parlait des clopes, mais aussi ouais, Jiro il a aussi ce côté là où ce qui est important pour lui, c'est ce qui se passe devant ses yeux en temps réel. Comme on peut le voir pendant la séquence du séisme, où du coup il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, il va l'aider. C'est quelqu'un de bon, quelqu'un de téméraire aussi, qui a pas peur de prendre des risques pour se mettre en danger, pour aller récupérer un avion comme tu disais, ou des trucs comme ça. Mais par contre, il reste focus sur ses rêves, sur ses ambitions, et ça malgré le côté ambivalent de ça. C'est un peu le rôle du personnage de la sœur, justement. On l'oublie un petit peu, et là on fait ah ouais, c'est vrai, il a une sœur. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait il les a juste pas vus. Oui. Et on fait ah oui, d'accord. Parce qu'à chaque fois, chaque entretien commence par ça fait longtemps que t'es pas venu, machin. Oui, ça, Miyazaki, c'est totalement pareil, hein. Goro Miyazaki avait dit à la sortie de son premier film que son père était certainement l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire de l'animation, et un gars passionnant avec qui travailler pour réussir à évoluer. Par contre, c'était certainement l'un des pires pères de l'histoire de l'humanité. Ça aussi, c'est assez logique. Voilà. Je pense que c'est une logique. Voilà. Il peut pas être bon partout, le pépère. Et puis, ça s'est vu, le premier film qu'il a sorti, donc Le Conte de Terre-Mère. Miyazaki l'a vu en salle, il est parti de la salle, et pendant le film il a dit non, je veux pas être associé à... Il a trouvé le film tellement mauvais qu'il a, même pour son propre fils, il a fait non, je n'accepte pas ça. Voilà. Oui, bon, Miyazaki quoi. C'est le genre de personnage que je trouve fascinant, mais aussi un peu détestable, mais ça fait aussi toute leur force de leur créativité quoi. Le personnage de Honjo, son meilleur ami, est aussi un personnage intéressant à comparer, parce que bon, déjà premier élément, Honjo est aussi un vrai alors je marquais vrai aviateur, pas du tout, un vrai ingénieur en aéronautique, comme dit si bien dans le film. Donc Kiro Honjo, qui a effectivement créé le fameux bombardier qu'il crée dans le film, c'est vraiment lui, voilà. Alors est-ce que c'était un vrai ami de Jiro dans la vraie vie? Ça j'en sais rien, mais en tout cas il a utilisé ce personnage pour servir de meilleur ami, mais aussi de rival. Il en parle dans le film du fait qu'il faudrait pas trop qu'ils soient un rival. On peut faire le comparatif avec Takahata, qui l'a accompagné quasiment toute sa carrière à Ghibli, et où ils ont tout de suite été des grands amis, mais leur succès et la grandeur de leurs œuvres et l'ampleur que prenait leur carrière a fait que inévitablement il y a une espèce de rivalité qui s'est créée. On le voit même dans le documentaire donc des 1000 jours sur la création du Vent se lève. En fait, il y a aussi un des autres petits éléments qui a fait qu'il a lancé le projet du Vent se lève, c'est qu'il a entendu que son producteur Suzuki, Toshio Suzuki, je crois, qui lui a annoncé que Takahata se mettait sur le projet du Conte de la princesse Kaguya, qui est aussi un chef-d'œuvre. Il faut voir ce film, c'est incroyable. Donc il s'est lancé dans un autre projet. Enfin, Takahata s'est lancé dans un projet qui se voulait
extrêmement marquant, adaptation d'un conte japonais millénaire, voilà, donc un truc vraiment très important. Et Miyazaki, ça l'a encore plus motivé pour se lancer dans le truc, parce qu'il y a une rivalité qui s'est créée entre ces deux très bons amis et grands compétiteurs qui sont tous les deux. Donc voilà, comparatif encore une fois. Tout ça pour appuyer encore une fois le fait que voilà, on est encore sur un film qui est effectivement pas mal autobiographique, hein. Il me restait un petit point par rapport à ça. C'est par rapport à ses élèves. C'est dit aussi dans ses documentaires que Miyazaki est quelqu'un qui a tendance à bouffer ses élèves. Et c'est pour ça que Ghibli s'est jamais trop dépatouillé de l'image du style de Miyazaki. C'est parce que Miyazaki, il a tendance à vouloir créer quelqu'un qui fait la même chose que lui. Bah, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, quand l'autre s'est émancipé, je sais plus lequel, ouais. Il a gardé la patte Miyazaki, ouais. Même en dehors du studio Ghibli. Hein, ah bah, en fait, il façonne pour avoir des petits lui. Sauf qu'en fait, il est jamais satisfait. Mais oui, non, c'est ça. Il est jamais satisfait, il trouve toujours que c'est compliqué quand même, comme garçon. Ah ouais, non, il veut vraiment, il a une vision du truc et il est très peu ouvert. Bah, on l'a vu avec, le Château ambulant en 2003. Enfin, sorti en 2004, mais le projet en 2002-2003, à la base, était donné à Mamoru Hosoda, qui du coup est parti au final faire d'autres choses, voilà, parce qu'il a été viré, parce que sa vision de l'œuvre, elle n'allait pas du tout avec ce que Miyazaki voulait faire. Il a vu les 2-3 mois de travail de Hosoda. Il a vu les 2-3 mois de travail, il a fait c'est de la merde, tout à la poubelle, je vais m'en occuper moi-même du projet parce que t'as pas du tout la vision de Ghibli. Voilà, donc il y a moyen que ça vexe, hein. Oui, bah, surtout quand on voit ce qu'a fait Hosoda ensuite, oui, lui bah, non plus, c'est pas un manche. Enfin, voilà. Donc c'est d'autant plus aberrant. C'est voilà. Ouais, bah, non, il voulait pas qu'on change trop la tête de Ghibli et voilà. Donc il a tendance à bouffer ses élèves et du coup je disais il a aussi bouffé sa femme entre guillemets, le talent. Non mais il a entre guillemets bouffé le talent de sa femme. Oui. Ah, oh, voilà. Et tout le temps tout interprété de Traviole, c'est pas possible. C'est pas vraiment. On va pas dire qu'il croit pas en l'amour du coup. Ouais. Mais du coup, c'est pas forcément un point qui est très étayé dans le film, mais on sent quand même que c'est pas un personnage qui a l'air de vouloir beaucoup partager ses connaissances et qui a quand même l'air de vouloir diriger ses œuvres et de quand même de dire à tout le monde fais comme ça, faites les projets comme ça, parce que c'est lui qui a la bonne vision et qui est lui qui va créer, et ce qui au final est vrai, puisque c'est lui qui va créer ce fameux avion, tout comme Miyazaki, et finalement lui qui crée ces fameux chefs-d'œuvre. Donc le parallèle entre les deux personnages n'est encore une fois pas très surprenant. Et puis pour terminer, pourquoi ce film là est autant personnel? Bah peut-être parce que c'est le seul film qui l'a fait pleurer. Quand il a été voir le film à l'avant-première, à la première projection test, un mois avant la sortie du film, il y a eu une projection test du film terminé, et il a chialé devant le film, et il a dit c'est la seule fois que j'ai créé un film qui me fait pleurer moi-même. Donc bon, j'imagine que c'est peut-être une preuve que le film était un peu personnel pour lui, et assez autobiographique effectivement. Serait-ce à dire que tu t'identifies à Miyazaki quand tu le regardes et que tu pleures? Waouh. Si tu pouvais faire des trucs aussi grands que lui, un jour, peut-être, mais promis, si je trouve une donzelle, je la mange pas. Je la mange pas. Je la laisserai exprimer son art autant qu'elle le veut, avec grand plaisir. Je ne suis pas aussi conservateur. Non mais oui, mais en tout cas le rapport à la création, c'est un des points qui me plaît le plus dans le film. Donc je disais voilà, bah là j'arrive au point vers la fin. Voilà, qu'est-ce qui me bouleverse dans le film? Le thème de la création, le fait que c'est un des films préférés. Et puis ouais, on peut pouvoir quand même aborder le sujet de cette espèce de moralité qu'il y a dans le film, le fait que on est quand même sur un personnage dont on met en valeur son art créatif, alors que c'est un ingénieur. Déjà, il y a un rapport qui est assez intéressant que Miyazaki fait. Pour lui, l'ingénierie, c'est de l'art, même en temps de guerre, puisqu'il fait le comparatif, et pour lui, vraiment, il y a aucune... Enfin, de toute façon, sa fascination pour l'aviation a toujours été là, donc tout ce qui est grosse machine, pour lui, voilà. Je pense que c'est quelque chose de très japonais, même de manière générale. Mais donc ouais, on a ce truc de ces personnages qui créent des trucs magnifiques, mais ils sont obligés de les créer pour la guerre. Et je trouve que c'est quelque chose qui, enfin je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant dans ce film, quoi, parce que on se pose la question, quoi, au moment où on se dit oui, je vois ce que tu voulais me dire. Oui, voilà, on se pose la question de est-ce que ce sont des bons personnages qu'on est en train de suivre au final? Parce que oui, ils sont en train d'exécuter leurs rêves, mais ils le disent à plein de moments que c'est horrible. À un moment, ils disent que le Japon est un pays qui crève de faim, et que l'argent qui est déboursé pour la création de ces avions pourrait permettre de les nourrir, mais ils s'en foutent, les personnages, ils sont là, ouais, mais nous on a des rêves, et c'est la seule façon d'aller au bout de ces rêves. Et de façon, ça c'est pas dit dans le film, il y a pas de phrase exacte comme ça, mais de façon, ça doit être fait.
le Japon veut des avions. Donc, il faut bien quelqu'un pour leur en fournir, il faut bien quelqu'un pour les créer. Nous, c'est notre rêve de le faire, autant le faire. Malgré le fait que ce soit... ça cause la mort de plein de gens, mais de toute façon, c'est comme ça que fonctionne la politique japonaise à ce moment-là. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment en train de suivre des personnages bons ou pas? Et c'est juste des acteurs qui sont juste là, le quoi. personnage de Castor le synthétise très très bien, finalement, dans l'échange qu'ils ont sur la terrasse, tous les deux. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Le système va se casser la gueule, vous aussi, nous aussi. Ouais. Le personnage bon, assurément, c'est sa femme, son épouse. Oui. Là, c'est un personnage bon. Oui. Elle, y a pas de doute. Mais bridé, du coup. Mais bridé, oui. Oui. Mais est-ce que les deux ne sont pas liés, du coup? Enfin, c'est... Enfin, bridé parce que alité les 3/4 du temps, parce que impuissante. Impuissante la plupart du temps. Oui. Et un personnage, voilà, j'allais le dire plus tard, mais vu que tu parles de Naoko, un personnage créatif. Petit lien aussi Miyazaki. Oui, j'avais dû le noter plus haut, mais j'ai oublié le... Oui, elle peint. Puisque la rencontre là sur la petite colline avec le vent, on parlait de la scène tout à l'heure, elle est en train de peindre. Voilà, encore un petit point. J'avais dû le noter plus tôt, mais j'ai oublié de le dire, ou je voulais le dire plus tard. Bref, je sais pas. Bref, dans tous les cas, voilà, c'est dit. Miyazaki, encore une fois, se met un peu dedans parce que le personnage sa femme est aussi quelqu'un de créatif, et donc son personnage dans le film se met avec quelqu'un qui est créatif, ça semble assez... voilà, et on répète les mêmes trucs, hein, voilà. Oui. Voilà, je crois que j'ai arrivé plus ou moins au bout. Qu'est-ce que j'avais comme tout petit truc? Il y a des trucs que je trouve assez intéressants en termes de symboles. Il y a toute une inversion de segments avec la défaite professionnelle et la réussite amoureuse. C'est-à-dire qu'au moment où il retrouve, là d'ailleurs c'est un moment que j'aime beaucoup en termes de montage, au moment où il retrouve Naoko dans le passage à l'hôtel, la première fois où il la voit, juste avant il y a un essai de son avion, d'un prototype de son avion, donc on voit s'envoler, mais après on voit juste l'avion en l'air, et puis là on passe à la scène suivante, on arrive sur cette de l'avion. Non mais pas encore. D'abord on arrive à l'hôtel. Là il y a toute la scène de l'envol du parasol. Il se rencontre. Là du coup il y a la rencontre avec l'amour. Et quand il revient dans sa chambre d'hôtel, il se pose dans sa chambre, il s'allonge par terre. Et là il revoit. En fait, là, du coup, on découvre la fin de cet essai, de l'essai de l'avion, qui en fait s'est pas bien passé. Donc, on est vraiment sur un échec professionnel qui rime avec une réussite amoureuse, comme ça je l'ai écrit, mais en tout cas avec avec une rencontre amoureuse, une ouverture, voilà. Et à la fin, c'est l'inverse qui se passe, avec du coup la fin de son histoire d'amour qui rime avec la réussite professionnelle, enfin. Et voilà, j'ai vraiment cette espèce d'ambivalence qu'il y a entre les rêves, l'amour, et je trouve qu'il y a la poésie qui se dégage de tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine énormément. En fait, après, pourquoi j'aime autant ce film? Bah, je sais pas. Il y a beaucoup de douceur, c'est la poésie qui entoure toute cette histoire. Le fait que ça parle de création, donc ça me parle. Le fait que ça parle d'amour, que ça soit avec autant de tendresse, en plus de choses dures, avec du coup le décès de sa femme, donc le rapport au deuil qui est aussi fait à la toute dernière scène, c'est une façon c'est traite du deuil. Et là, quand la toute dernière scène, quand il se retrouve dans le rêve pour dire un dernier au revoir à Monsieur Caproni, l'aviateur, là, quand il le retrouve dans la scène de rêve, il dit à la fois adieu à sa femme, qui apparaît du coup dedans, et qui vient le voir et qui lui dit vis ta vie, mais c'est aussi une manière, juste avant, de dire adieu à son projet. Donc il y a aussi une espèce de deuil artistique, de passer à autre chose, qui est pas forcément quelque chose de facile, mais qu'on apprend à faire avec le temps. Parce que ces 10 ans de création, justement, sont terminés. Oui, voilà. Parce que d'ailleurs, paradoxal, parce que Miyazaki, il a eu une carrière de bien plus de 10 ans, donc ça, c'est marrant, cette histoire de 10 ans, alors qu'en vrai, Miyazaki, ça fait 40 ans que c'est un génie. Dans le film, justement, c'est Caproni qui dit à Jiro, que le pic créatif, il intervient dans la carrière d'un architecte pendant 10 ans. Et en fait, on y revient à la fin, et en fait, ces 10 ans sont terminés, et du coup... Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé avant, donc c'est pour en parler à l'auditeur. Pour expliciter, l'auditeur, bien sûr. Oui, bien sûr, voilà. Oui, bah voilà, c'est une espèce de deuil, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on voit que Miyazaki, il a vécu, et que lui, cette espèce de deuil artistique, il le connaît, puisque dans le fameux documentaire, à la toute fin,
donc la projection test, un mois avant la sortie du film, il voit le film, il pleure devant le film. Un mois après, le jour de la sortie du film au cinéma, le film est un carton, numéro 1 au box-office au Japon, tout se passe très bien. L'équipe du documentaire, ils viennent sur place dans le studio pour voir comment il vit cette journée. Bah écoutez, il est bien content, il vient de manger des ramen, et là il va certainement sortir pour aller faire une petite balade. Donc c'est une très bonne journée. Mais le film, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie du film? Oh, le film il est derrière moi maintenant, je passe à autre chose. Voilà. Donc le jour de la sortie du film, il était déjà là, bon. Voilà. Pourtant, voilà. Donc on est sur quelqu'un qui connaît bien ce que c'est aussi l'histoire du deuil artistique et de passer à autre chose. Voilà. Je sais pas si j'avais forcément trop d'autres points que j'avais fait. Enfin si, je sais parce que oui, je me suis fait un petit résumé. Voilà, la résumé, pourquoi j'aime autant ce film, parce que le film est beau, parce que la musique est belle, parce qu'à la fois l'histoire est magnifique et horrible, et moi j'aime beaucoup les trucs un peu à double tranchant comme ça me parle. Moi c'est là où j'ai peut-être un petit peu un point qui me fait mal. J'ai bien aimé le film, et ce qui m'a pas fait adorer le film, c'est que David arrête pas de me taquiner depuis le début de l'émission sur le fait que je n'aime pas les histoires d'amour. Bah je l'invente pas. Hein. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas qu'elles se terminent mal, c'est tout. Mais même quand elles se terminent bien, t'aimes pas. T'aimes pas les comédies romantiques. Excusez-moi, je vais le frapper. On revient de suite. Non mais moi c'est une espèce de goût amer qui reste dans la bouche à la fin. Moi ça, j'aime pas. Je suis encore quand ça arrive au début du film et que justement c'est moteur de plein de trucs et qu'on voit un peu la résolution, le deuil pendant tout le reste du film ou du récit. Là ça me dérange moins, mais là en fait on termine vraiment sur le deuil, comme tu le disais, que ça soit artistique, et moi celui qui me touche le plus c'est quand même amoureux. Et du coup je peux pas se ressortir de ce film en me disant alors j'ai bien aimé, enfin c'est un peu bizarre, là on est encore dans le ressenti du truc, c'est que je n'arrive pas à adorer le film à cause de ça. Oui, vraiment, je pense que ça dépend du rapport qu'on a avec ce genre de sentiment. Et c'est aussi le fait que je ne vois pas, je n'ai pas cette vision de l'amour que peut avoir Jiro dans ce film. Oui aussi, ça va exactement jouer, mais moi je m'identifie certainement moins que toi au personnage par exemple. Oui, c'est possible. Mais il y a un traitement du coup de l'amour et de enfin pour moi ça me plaît autant parce que ça me semble, en tout cas à mes yeux, aussi fort et puissant de parler de la mort de l'amour, que ce soit par la mort d'un personnage ou la fin d'une histoire d'amour, autant que l'amour en lui-même, parce que ça fait partie de la chose dans la vraie vie, quoi. Et qu'une histoire d'amour, c'est pas juste tu rencontres quelqu'un et ça se passe bien du début à la fin et on vit heureux jusqu'à la fin de la vie. Non, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui va partir, il y a quelqu'un qui va faire, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des maladies, des décès, et voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde, et souvent c'est dans ces moments-là que l'amour justement ressort de manière encore plus belle et pure. Ouais, voilà. C'est pas ce que je voulais dire, donc voilà, parfait. Et du coup, moi, ça me touche encore plus, donc là, moi, je suis à fond, quoi. Ça me plaît. On est à fond dans le ressenti, là, donc voilà. C'est chacun, c'est ouais, non, mais en tout cas, je suis content que il était quand même plus, c'est difficile de ne pas l'aimer. Bon, j'ai trouvé quelques longueurs par-ci par-là. Ouais. Voilà. Mais c'est difficile de pas l'aimer, en tout cas. Ouais. De l'adorer, non. Mais après, peut-être que dans un futur proche ou pas proche, je le re-regarderai et je dirais c'est bien. Bon, déjà, je le re-regarderai en Blu-ray. Je vais peut-être faire une phrase de vieux con, mais peut-être quand t'auras 50 balais, tu vois, que j'aurai assez de vécu pour. Non, mais c'est con, mais c'est peut-être un peu vrai. De toute façon, c'est pas un film qu'il aurait pu faire à 40 balais, ce gars-là. C'est pas pour rien qu'il l'a écrit à soit plus de 70. Hein. Je pense que ça se ressent qu'il y a quand même toute une sagesse d'une vie vécue qui se ressent aussi là-dedans, quoi, dans le traitement très fin de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et comment ressentir les choses face à ces choses-là dans la vie, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, les gars.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on a quand même... Oh oui, là, on a explosé notre record sur le temps passé sur un seul film. Oui, on a je m'en explosé doutais notre bien. record. Truc qu'on fera très certainement régulièrement, mais Oui, enfin, bon, voilà. là, on a du level, hein. Ouais. Donc, J'ai pas regardé, là, je vais on regarder. doit être sur le Miyazaki, ouais. on doit être à 1h20. Ouais. Voilà, Mais c'est non, je normal, savais que ce oui. serait très long. Et en plus, les gars, j'ai même fait des tests. Je l'ai essayé dans mon coin de faire mon petit texte. J'ai dû le remodeler parce qu'il était modelé différemment et c'était encore plus long. Du coup, voilà. Bah, Enfin, je pense il y a de la matière pour ceux qui ont Il y aura envie peut-être de... une director's cut du coup. avec un bonus de 3 heures. Voilà. Exactement, voilà. Bon, j'espère au moins que ça vous a intéressé vous déjà autour de la C'était table. très chouette. J'ai un peu l'impression d'avoir été un peu longué par moment, donc je m'excuse. Mais non, parce que c'est un film qui est vraiment qui tient à cœur et c'est important que tu prennes le temps. Ah, puis le fait est qu'a priori, de on dire en les choses que reparlera t'as pas. envie de dire. Oui, voilà. On n'en reparlera pas, donc fallait balancer un maximum de choses. Le but, c'est pas de revenir 50 fois sur les mêmes films. On a déjà tellement de C'est sûr, films qu'on c'est veut traiter. Donc, non, tu as fait quelque chose. Miyazaki, on y reviendra. Mais ce film, Probablement. certainement Ah, oui. pas. Vous Oui, il y allez aura en certainement bouffer. des parallèles, mais Vous allez en bouffer, les Miyazaki. Toi, peut-être pas tous les 4 matins, mais voilà. un petit parent. Quoi. Vous allez voir quand je vais arriver avec mes marottes, moi. Voilà. Bon, on va boucler le premier segment. Ouais. Bon bah nous on va aller se rafraîchir un peu parce qu'il fait Voilà. vraiment chaud ici. Parce qu'on enregistre au mois de juillet. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Et encore, ça va, ça a été pire les autres jours. Mais bon, bref, on va pas Ouais. vous raconter Voilà, nos nos vies. vies. Ça, on a plus de On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écoute si vous écoutez le second épisode tout de suite après. Voilà. Et en tout cas, à une prochaine, quoi. Et Voilà, une prochaine. pour la deuxième partie qui sortira dans quelques temps pour vous. Voilà. Voilà. Eh bien, à plus. À plus, des bisous. Au revoir.